Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page. C'est dans cette émission que l'on revient sur l'actualité, tout ce qui se passe d'intéressant dans le monde des comics et de leurs adaptations. Et bien entendu, cette émission ne peut pas se faire toute seule puisqu'il y a Corentin avec moi. Oui, tu voulais te laisser une pause pour le temps d'applaudir, comme dans bien avec moi, Marvel. effectivement, c'est-à-dire une apparition. Il vient d'apparaître. C'est comme dans les sitcoms, quand un personnage rentre dans une pièce et d'un coup, c'est lui. Ouais. Sauf que là, en l'occurrence, tu as tracé un cercle orange dans mon salon pour apparaître comme ça en disant, exactement. Hey, je suis Corentin. Je suis Mephisto. Ah, c'était donc lui. C'est moi, Agatha all along, c'est moi. Il était là depuis le début. Corentin, tu vas bien? Mais oui, et toi? Ça va très bien. Je te remercie. Et bien entendu, c'est un front page, vous le savez, donc on revient 3 fois par mois, c'est-à-dire que 3 fois par mois, vous devez aussi vous taper l'introduction interminable de Arnaud Kikou. Et par quoi on commence? Par simplement remercier notre sponsor Pulps avec ses 3 boutiques librairies sur Paris et l'enseigne à Bordeaux. Pulps, c'est surtout un site internet sur lequel on vous recommande d'aller plutôt que de traîner sur Le Monde et Valeurs Actuelles ou sur des sites pornographiques. Eh bien, allez plutôt faire un tour sur Pulps pour aller commander des comics et pas n'importe lesquels, puisque vous le savez, tous les mois, on vous propose un Focus Pulps, c'est-à-dire 3 comics VO à prix de lancement afin de parfaire votre maîtrise de l'anglais à moindre coût. Il y aura un nouveau Focus Pulps au sein de ce podcast. On a hâte de vous présenter les titres que nous avons sélectionnés avec notre partenaire, que l'on remercie encore une fois de nous soutenir sur ces émissions. Mais bien entendu, alors, qu'est-ce qui se passe? On pourrait ne pas avoir de partenaire et il faudrait en ce cas, et on le fait toujours, remercier surtout notre First Print Army, les tipeurs et tipeuses qui nous soutiennent sur notre page Tipeee. Vous êtes actuellement 135, là c'est le coup d'envoi, on enregistre le 1er avril et ce n'est pas une blague, donc vous êtes 135 à nous soutenir, ça nous fait très très plaisir. Et on fait... D'ailleurs, s'il y en a un qui veut faire une blague et lâcher un énorme chèque, ce sera très drôle. Ce sera très très drôle. Poisson ce du mois, les gars. Incroyable comme poisson, et de faire vraiment un virement de 1000 euros par exemple. Ça c'est une vanne de qualité. Ça c'est de la vanne. Ça c'est de l'humour. Ça c'est vraiment très 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 chouette. Donc on remercie surtout les derniers arrivés. Il y a Fried, il y a ChombiDB, il y a Arnaud, il y a un bon Arnaud. Regarde, voilà, il y a d'autres Arnaud qui soutiennent et qui dit merci pour les back issues. Effectivement, il y en a eu quelques-uns. De rien. Et il y en a d'autres qui arrivent en plus. On vous l'a dit, on s'est organisé pour vous en proposer maintenant bien plus régulièrement qu'avant. Et Aurélie qui nous dit: merci d'enrichir ma vie avec toutes ces découvertes et votre culture. Ma bibliothèque rayonne tout comme votre humour illumine nos écoutes. Ne changez rien. Tu veux dire qu'il y a des filles qui nous écoutent? Et sur les 5% de public féminin, selon l'enquête First Print 2024, elles existent pour de coup, vraiment. Et donc, on est ravis. Merci, les filles, de nous écouter. Et n'hésitez pas à rejoindre le Tipeee si vous le pouvez en ce début de mois. Maintenant que vous avez eu votre paye, c'est le moment de tout claquer, sur Tipeee. Voilà. Tout à se nourrir. Franchement, ça va. Il fait beau. Vous pouvez vous nourrir, de soleil. Voilà. C'est ça. Enfin, je veux dire, à quoi bon manger? Ça rend gros, ça bouche les artères, ça coûte de l'argent. Et en plus, ça entretient les complexes d'agroalimentaire. Et puis il y a un truc qui est super nul. Ça pollue, on dit pas assez, ça manger, ça pollue. Bah, et en plus, ça fait faire caca. Voilà, après vous lâchez des caisses. Très désagréable, ça, de faire caca quand même. C'est pas ouf, quoi. Le caca, ça pue. Et voilà, c'est parti pour l'humour pipi caca. C'est ma faute, j'ai laissé Arnaud, parce que c'est un sujet de prédilection et voilà, j'aurais dû voir venir la maison. Parce qu'il n'y a pas plus universel que ça, en fait. Il n'y a pas plus universel que ça. Mais il y a quelque chose de plus universel que le caca, c'est les comics. Parce que aucun sens. Mais on va pouvoir passer cette intro tout le temps. Il y a des filles qui nous écoutent. Ouais, bah c'était bon, c'est fini. C'est fini. Elles nous écoutaient, elles sont parties, elles ont fait c'est quoi c'est blaireau. C'est ça. C'est genre maintenant nous sommes seuls. Tu sais, il y avait un sketch de François Pérus. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est tous les gens qui changent de fréquence radio. Ça a pas duré longtemps. Voilà. Non, c'est bon, nous sommes seuls. Vous pouvez y aller. Voilà, nous sommes seuls. Alors Corentin, on commence toujours de façon générale à faire juste un petit big up sur les campagnes de financement qui sont en cours. Généralement dans le milieu du comics, il y a 2 acteurs principaux dont on vous parle régulièrement juste pour ce type de campagne. D'une part, c'est Bliss Edition qui a mis en ligne une campagne pour Le Chant de nos pas. Donc c'est le nouvel album de Kay O'Neill à qui on doit la superbe trilogie des dragons T. C'est des petits dragons comme ça, des petits dragons sur leur corne bois en fait,
et bah ils ont c'est des branches de voilà, c'est des différentes feuilles qui poussent de thé, et tu peux faire du coup du thé à base de thé au dragon. Et donc c'est un peu des animaux de compagnie qui sont aussi associés un peu à votre trait de personnalité. C'est hyper chaud. C'est des Pokémon. Et mais c'est mieux que des Pokémon parce que tu les obliges pas à te battre. Et donc il y a moins de maltraitance animale quand même, tu vois. Ils aiment bien se battre. Dans le dessin animé, ils te le disent. Ah bon? Ouais, si, ils te le disent vraiment. Ouais. Toujours est-il donc le chant de nos pas de Kay O'Neill, ça nous parle de Rowan de Rose Rowan qui est ranger et qui se destine à être voilà quelqu'un de fort, de très intrépide, sauf que justement en fait à force d'être trop impulsive, elle va se blesser et blesser surtout le cheval volant qu'elle utilise pour faire ses rondes, et donc elle va devoir elle va être réaffectée en fait dans son rôle puisque bah sa monture est blessée auprès d'un berger qui lui est plutôt en mode tranquille, un peu comme toi, tu vois, Avachi, à la cool, pas de stress. Et donc moi j'ai blessé aucun cheval volant par contre. C'est vrai. Je suis pas un enfoiré. Et Rowan va se demander en fait comment trouver sa place vraiment si elle n'est pas destinée à devenir héroïque en fait, bah comment trouver sa place dans la société. Donc de la même façon que son précédent album La Gardienne des Papillons, c'était aussi dans un registre un peu de fantasy, mais un bouquin qui en gros parler de burn-out et d'aliénation au travail. Là, on est clairement, je pense, je l'ai pas encore lu, avec le chant de nos pas, quelque chose qui à la fois, enfin, est plutôt tendre dans un univers de fantasy, mais s'adresse aussi aux adultes en parlant, je pense, d'une certaine jeunesse qui a du mal à trouver sa place, en fait, vraiment à trouver son rôle dans la société de nos jours. C'est toujours avec son style moderne qu'elle a, donc qui est assez maintenant plutôt très proche du manga, hein, clairement d'un dessin plus asiatique, avec une mise en couleur très très sympathique. Bliss, ils vont faire le travail, c'est-à-dire avec un album cartonné à dos rond pour aller à côté de La Gardienne des Papillons, mais même de Planchette, hein, de Alien Newsome qui est sorti en ce début d'année. Je vous invite à écouter Florent de Gletan des éditions Bliss qui en parle un petit peu de mémoire dans le podcast qu'on avait fait, ou sinon simplement de réécouter le podcast avec Kay O'Neill pour connaître un peu la sensibilité de cette auteurice. Et donc c'est sur Ulule, le lien est dans la description, et comme tout ce qu'a fait Kay O'Neill pour le moment, c'est grandement et chaudement même recommandé. Et les deuxièmes à qui on fait un big up généralement quand on parle des campagnes de financement participatif, c'est Comics, Quentin il vient de dire hors micro, c'est Comics Initiative. C'est Comics Initiative. Et c'est tout à fait Comics Initiative. Et là c'est un autre projet alors plutôt important, et donc Kayoni, c'est pas encore complètement validé à l'heure où on enregistre ce podcast, donc on vous invite vraiment à soutenir parce que c'est important. Pour Foxboy, c'est déjà validé, mais on vous invite aussi à soutenir parce que Foxboy, c'est ultra cool. Pour faire dans les très 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 grandes lignes, Foxboy, c'est un super-héros breton, mais qui s'inscrit dans un univers que son auteur Laurent Lefebvre imagine depuis des années, et surtout même sur les créations précédentes qu'il avait fait. C'est le Royaume, c'est-à-dire qu'il a créé, enfin il a inventé une maison d'édition qui s'appelle les éditions Roa, qui est un peu comme le Marvel ou le DC de cet univers, sauf que Laurent Lefebvre, il a pas juste dit ce serait marrant s'il y avait une maison d'édition qui existait dans l'univers que je suis en train de créer. Il a créé un bouquin qui s'appelle La fabuleuse histoire des éditions Roa. C'est un vrai livre qui est imprimé, qui est publié, et qui est en fait un gros truc qui te retrace toute l'historique d'une maison d'édition qui n'existe pas, tout simplement, et qui prend appui notamment dans la charte graphique et tout ça, qui fait penser à Strange, à toutes ces choses qui ont façonné les lectures et la culture bande dessinée de l'auteur. Et donc Paul qui est le héros de base, en fait lui c'est un grand fan de tout ça. Et dans le tout premier album qui était sorti il y a bientôt 10 ans, en fait, Paul c'est un peu un petit con. Et il se frite avec des camarades de classe. Il est un peu raciste comme ça, un peu borderline quand même, le gamin, tu vois. Donc il se frite avec un camarade de classe, ça part en bagarre, il se faufile dans une fête foraine, et là il se retrouve en face d'un monsieur super bizarre qui va lui donner en fait ses pouvoirs, donc avec l'apparence du renard, quoi, en gros. C'est Shazam, quoi. Alors il s'appelle, attends, mais il a un nom qui est trop marrant parce que je crois que c'est le mage Dotki, le fakir Dotki. Je sais pas si tu l'as du coup. Fakir Dotki. Non, juste le nom Dotki. Dotki? Non. Ditko. Ah.
Tu vois. Wow. Ah, tu vois. Élevé. Tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, il va vivre plusieurs aventures. Alors, avec des histoires qui empruntent parfois au folklore local, au folklore breton, parfois avec des thématiques beaucoup plus terre à terre sur la pollution des mers aux alentours et tout ça. Et plus ça avance, en fait, plus t'as aussi une sorte de vrai délire méta narratif qui est en train de se mettre en place avec ces histoires du royaume. Le souci avec Foxboy, c'est que les 2 premiers tomes qui avaient été publiés chez Delcourt, en fait, ensuite la série avait été arrêtée. Et quand ça a été arrêté, plutôt que de faire la suite, Laurent, quand il avait repris la série chez Comics Initiative, en fait, il avait fait un album qui s'appelait Troisième Souffle, mais qui techniquement, chronologiquement, était en fait un tome 1. Parce qu'il voulait repartir à zéro, il voulait pas en fait poursuivre directement la série entamée chez Delcourt. Donc il a fait ce tome 1 qui s'appelle Troisième Souffle, mais qui en fait reprenait pas mal de petites histoires qui avaient déjà été publiées ailleurs, parce que c'est un super-héros qui a connu en fait ses premiers pas en fait vraiment dans des revues bretonnes en fait, pas Haute-Loire, ça s'appelle, en breton. Donc il a compilé tout ça avec quelques inédits. Puis après, en fait, il a repris les 2 tomes publiés chez Delcourt, mais il les a en quelque sorte remasterisés. C'est-à-dire que plutôt que simplement les republier dans une édition un peu plus grande, en fait, il a retravaillé pas mal de planches et surtout il a ajouté en fait même des planches où en gros, par exemple, dans le tome 1, qui est le tome des origines, en fait, Paul se retrouve face à Dotki et ils ont une discussion et en fait il revoit le passé en fait, et les séquences du coup du tome 1 telles qu'elles étaient sont intégrées comme en fait une sorte de très long flashback au sein de l'histoire plus globale. Donc voilà, tout ça pour dire pardon, que aujourd'hui il y a la campagne pour le tome 4 qui est aussi particulière parce qu'à la base, lorsqu'ils avaient fait la campagne à 5 ans pour la remasterisation donc des tomes 2 et 3 chez Comics Initiative, il y avait un spin-off qui devait s'appeler Fox and Paul qui devait sortir, qui était à la base un projet de 48 pages je crois, un petit truc où là clairement c'était l'idée de faire un petit spin-off avec Paul et un petit renard façon Calvin et Hobbes. Et en fait ça a pris beaucoup plus d'ampleur et maintenant c'est le tome 4 en fait en canon de la série. Donc ce qui est bien, c'est que si, comme moi, vous aviez backé pour avoir le Fox and Paul à l'époque et que vous l'attendez toujours, il y a rien à faire. En fait, vous aurez l'album quand même, sauf que vous aviez payé genre peut-être, je crois que c'était 15 € pour un 48 pages. Et là en fait, vous payerez le même prix, mais pour un truc qui en fera le double, voire le triple, et qui sera en plus grand format, cartonné, tout ça. Mais si vous voulez contribuer avec les différentes éditions, parce qu'à chaque fois il fait des éditions variantes, il fait des tirages de tête, il fait plein de trucs comme ça, et bien vous pouvez simplement en fait additionner un petit peu quoi, juste pour élever la contrepartie de l'époque. Mais si vous connaissez pas Foxboy, c'est le moment de participer parce que l'ensemble des tomes sont disponibles aussi dans les contreparties. Et accessoirement, c'est vraiment une série qui est d'excellente facture. Et là encore, je crois que c'était en 2021 ou 2022, on avait fait un long podcast pour revenir sur la jeunesse de Foxboy avec Laurent Lefebvre, qui est toujours en ligne sur First Print. Et vous verrez que c'est vraiment absolument passionnant comme histoire. À la fois le récit, comment lui a fait vivre ce héros et comment c'est passé par de multiples étapes de publication, mais aussi l'histoire intradiégétique, en fait, la façon dont ça, en fait, il a réussi à créer tout un univers fictif de bande dessinée dans lequel le héros est lui-même un lecteur de cette maison d'édition qui n'existe pas. Je trouve ça assez fantastique et donc je vous invite à découvrir le lien dans la description de ce podcast. Corentin, toi tu n'as pas lu un Foxboy 2? Non, pas encore. Je dormais, c'était très agréable. C'est ça. C'était le plus long point. Non, j'ai pas commencé Foxboy encore. Eh bien, tu devrais. Prête-les-moi. Tu devrais. Je peux te les prêter. Voilà. Autre annonce également, puisqu'en fait, là, ce sera une toute petite partie VF, puis on va enchaîner directement avec le Focus Pulp, puisque la partie était c'était plutôt du côté de la VO qui se passait pas mal de choses. Mais donc, si on reste en Bretagne, t'as trop envie de faire comme un président. Bretagne, toujours, dans la petite ville du Pleyber-Christ, un festival contes, légendes et fantasy qui aura lieu au mois de mai 2025, 11 mai 2025, pour un salon qui met en avant les talents de celles et ceux qui racontent des histoires, que ce soit de la prose, de l'illustration ou de la bande dessinée. Tu fais ta voix France 3 là? Oui, toujours. Oui. Mais par contre, vraiment, si vous êtes en Bretagne et que vous nous écoutez, il y aura Geoff Darrow et Lauren Darrow qui seront donc à ce festival dans la petite ville de Pleyber-Christ. Je crois pas que Geoff et Lauren se déplacent énormément. Geoff Darrow, vous le connaissez, je l'espère, c'est le Shaolin Cowboy quand même, c'est Hardboiled, c'est Big Guy et Rusty le robot, mais c'est surtout un artiste incroyable qu'on ne voit vraiment pas énormément en festival. C'est
on a le plaisir. Timide. On a eu le plaisir de lui décerner notre premier Grand Prix First Print aussi au First Print Awards. Et donc Lauren Darrow en fait qui vient de sortir un roman aux éditions, enfin un roman illustré ou un roman illustré je crois, ouais, aux éditions Sarbacane, qui est illustré par sa fille, par leur fille en l'occurrence Alice Darrow, qui elle va faire ses débuts chez Dark Horse bientôt. Donc voilà, c'est la mafia Darrow qui est au Playboy Christ. Donc voilà, c'est juste que ça a lieu le dimanche 11 mai, c'est l'entrée gratuite. Je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont dans le coin, mais si c'est le cas, prenez votre bagnole ou un vélo, je sais pas, mais allez-y, parce que bah comme dit, il sort pas beaucoup en festival, donc vous aurez l'occasion de le rencontrer. En plus, effectivement, il est hyper sympa. Corentin. Oui, non, mais oui. Je suis toujours là. Hein. Tu es toujours là, je m'assure que tu ne t'endormes pas. C'est pas évident. Je te laisserai la parole d'ici un jour, quelques minutes. Et une dernière annonce du côté de la France. Alors c'est pas des comics, c'est des objets à collectionner, mais juste pour information, s'il y en a qui sont collectionneurs de pièces de monnaie, il y a la Monnaie de Paris qui vient de lancer une collection avec DC Comics. C'est pour fêter les 90 ans de DC. Alors techniquement c'était l'année dernière, puisque la National Allied Publication c'est 1934, mais ils ont initié la collaboration en 2024. Donc techniquement c'est juste que ça prend pas mal de temps. Donc la Monnaie de Paris en fait c'est l'une des plus anciennes entreprises françaises et la plus vieille institution en France. C'est né en 864, c'est ça. Donc c'est méga vieux. Et il faut savoir que régulièrement maintenant en fait ils éditent des collections de pièces en partenariat avec d'autres acteurs et parfois des acteurs culturels, pour ne pas dire des marques ou des franchises parce que c'est un peu moins sexy. Mais ils avaient fait une collection de pièces Naruto par exemple à l'époque, et donc là ils se sont alliés à Warner Bros pour faire un ensemble de collections de pièces avec DC Comics. Donc il y en a une série de 18 pièces d'argent de valeur 10 € en fait, qui sont vendues 13 avec tout un tas de personnages. Donc forcément Batman, Superman, Wonder Woman, le Joker, Harley Quinn, Flash, Catwoman, et pas de Green Lantern. Je leur ai demandé pas de Green Lantern. C'est nul. Ça c'est nul. Pas de Detective Chimp. Ça c'est ultra nul. Pas de embouche bug. Ça aurait été bien parce que c'est non. Mais surtout, non, par contre, je confonds avec Larfleeze, j'allais dire c'est un collectionneur, mais non. Larfleeze, ça aurait été pas mal, ouais, parce que c'est un gros rapace. Mais tout le monde a oublié Larfleeze, malheureusement. Et surtout pas de double face, et ça c'est bête. Et ça c'est par contre la vraie, ouais. Ça fait un côté Harvey, un côté monstre, et voilà. Mais tu peux pas, parce qu'en fait tous les dos sont uniformes avec la valeur monétaire de la pièce, quoi. Voilà, il y a aucun effort de faire. Bah non, mais le truc c'est que s'il l'avait fait, elle aurait pas été vraiment double face, donc ça n'aurait pas marché. Mais après la pièce de double face non plus, pas double face. Il y a qu'un côté qui est cramé. Bah ça dépend, parce que ouais, mais souvent les faces et faces en fait, parce que c'est une pièce qui triche, quoi. C'est vrai. Donc tu vois, ça n'aurait pas marché. Mais c'est pas grave. Ils auraient pu faire un effort. C'est vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, mais après c'est en tant qu'agent du numismatisme. Ouais, c'est ça. Toi qui adore collectionner les pièces. Mais donc voilà, il y a une première série qui est sortie là à l'heure où on enregistre le podcast de 9 pièces. Il y en aura 9 autres. Et Arnaud a fait le Yankee. Et oui, moi je suis toujours le Yankee. Sachant qu'il y a aussi des pièces qui vont de 100 à 500 € aussi qui existent, les dernières étant vraiment en or massif. Donc ça c'est vraiment pour les collectionneurs, mais qui reprennent les designs de Jim Lee pour le coup. Et en vrai, pour les avoir vus du coup en face, et en vrai le travail de gravure est plutôt pas dégueulasse, mais bien entendu c'est pour ceux qui s'adonnent à ce genre de passion. Oui, ou pour les canards écossais qui veulent devenir les plus riches du monde. Aussi. Par contre, ça attire les sorcières italiennes après, et c'est un peu compliqué. C'est vrai. Après, je sais pas si ça a beaucoup de valeur à la revente, même dans 10 ans, je sais pas quoi. Bah, il y a écrit un prix dessus. Donc, c'est un prix, ouais. C'est curieux. Mais après, la collection, c'est plutôt le marché des collectionneurs qui décident de prix facial. Non, parce que tu vois, genre les pièces de 10 €, elles sont à 75 000 exemplaires, donc j'ai pas l'impression que ce soit ultra rare non plus, tu vois. Donc je sais pas, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. C'est bien de mettre en avant ces personnages. J'imagine aussi que l'année où Superman arrive au cinéma, il y avait peut-être aussi une opération croisée de Warner DC avec ce genre d'établissement aussi, simplement pour faire parler de ces personnages, quoi, tout simplement. Tout simplement. Bah oui. Donc voilà, ça c'était les petites actualités de la France. Et maintenant on va pouvoir passer, entre autres actualités du moment. Oui. Voilà, mais parce qu'il y a d'autres choses qui se passent. Il y a d'autres bonnes nouvelles. Ah, mais est-ce qu'on peut Non. Moi j'en ai marre. Moi j'en ai marre des politiques dans les comics. Voilà, dès qu'on écoute First Print,
Elle a fait diatribe wokiste, LFiste, islamo-véganiste. Et de gauche. Ça commence un peu à nous péter les couilles. Ouais, il y en a marre. Je rappelle quand même que Batman, c'est un facho et on l'adore tous. Faut qu'on arrête un peu d'être de gauche. Est-ce que c'est un peu notre côté de droite, c'est d'être fan de Batman? Mais moi, je suis fan de Judge Dredd, donc je suis très loin dans la transformation des idées. Mon petit crypto-fascisme là, à ma gauche, là, on aime bien. On aime bien. Allez, salut Marine, on parlera pas de toi aujourd'hui, mais on y pense quand même. Et c'est maintenant le Focus Pulps du mois d'avril 2024. On vous le rappelle donc. Après, elle va être assignée à résidence, donc elle pourra lire des BD. Ouais, mais là, c'est Focus Pulps, s'il te plaît. On sait qu'il y a des femmes qui nous écoutent, donc voilà. On pourrait conseiller des BD fascistes à Marine. Elle aura du... Pour occuper son temps libre. C'est vrai qu'elle aura du temps. Parce qu'elle pourra pas être présidente. Bah non. Ni députée, bientôt. C'est con. Ah là là, merde. On pourra lui envoyer l'intégrale de Judge Dredd. Donc, pardon, le Focus Pulps, Arnaud, tu veux refaire la césure? Je la refais parce que après je dois isoler cette pastille et donc quand même il faut faire les choses professionnellement. On garde les petites piques pour les à côté. C'est donc l'heure du Focus Pulps pour le mois d'avril 2024. Le Focus Pulps, on vous le rappelle, c'est simplement que chaque mois, en partenariat avec la librairie Pulps Comics, on vous propose de découvrir des titres VO à prix de lancement. On sait très bien, les single issues, ça coûte un peu plus cher si on compare vraiment au nombre de pages qu'on peut retrouver par rapport aux albums de la VF. Et parfois, sur des titres qu'on connaît pas, on hésite un petit peu à se lancer. C'est pour ça que nous sommes là, non seulement pour vous proposer donc des comics qui sont un petit peu moins cher à découvrir et justement parce que on a le sentiment sur cette sélection que ça peut être pas mal. Alors, pour le premier comics dans ce Focus Pulps, Corentin, ça s'appelle The New History of the DC Universe. Pourquoi on a choisi ça à part parce qu'on est des énormes Yankees de DC? Oui, d'ailleurs, si tu peux déjà me retrouver l'équipe créative des deux suivants, comme ça c'est fait. Là, en l'occurrence, il s'agit de Mark Waid et Javier Rodriguez. Non, pas Javier Rodriguez, c'est avec différents... excuse-moi, tout à fait. Jerry Ordway et quelques autres artistes dont je ne me souviens plus. En fait, il y aura des artistes différents pour chaque numéro. Bon, du coup, en l'occurrence, ça part a priori du concept qu'il avait développé avec Rodriguez chez Marvel, qui s'appelait The History of the Marvel Universe, l'histoire de l'univers Marvel, qui était disponible en VF chez Panini. En l'occurrence, il s'agit simplement de raconter l'histoire de l'univers DC Comics. Donc de l'univers au sens le monde de fiction DC Comics, quel est son point d'origine et quelle a été son histoire depuis sa cosmogonie originelle. Du point de vue on se sera raconté du point de vue de Flash, mais l'idée ce sera en fait que le lecteur sera amené à découvrir cette histoire comme si c'était un vrai bouquin d'histoire, comme s'il y avait une vraie chronologie tangible qui n'avait pas évolué au desiderata des éditeurs à travers le temps. Donc ça part évidemment du premier univers, même de la main qui crée l'univers, puis de la segmentation de l'univers en plusieurs réalités avec le Monitor, toutes les crises, tout ce qui a eu lieu entre-temps, et jusqu'à, alors je crois que c'était la Seconde Guerre mondiale, Arnaud Kikou. Golden Age, ouais. Voilà, puisque c'est en fait le Golden Age, c'est le moment où dans la vraie vie, les super-héros apparaissent avec Superman, avec Batman, avec Green Lantern, avec Wonder Woman, etc. Et alors, c'est à conseiller, je pense, plus aux geeks de super-héros, puisque c'est autant une histoire de fiction qu'un guidebook, en tout cas dans ce que ça présente. C'est-à-dire que l'idée, c'est justement de pouvoir appréhender les nombreux concepts qui traversent et qui jalonnent les règles de l'univers DC, l'histoire des plus grands personnages que sont un peu les dieux fondateurs, les New Gods, la Speed Force, les Green Lantern, les gardiens de Oa, les personnages terriens aussi comme Hippolyte et les Amazones, enfin tout ce qui va en fait avec toute la grande mythologie de DC Comics, tout ce qu'on peut mettre dedans, si en tout cas on se réfère à ce qu'il avait fait déjà avec effectivement le même plan de bataille sur l'histoire de l'univers Marvel. Sachant que le but aussi, c'est, si on est un gros fan de DC, c'est que Mark Waid va essayer de remettre un peu d'ordre par rapport à tout ce qui a été fait depuis Crisis, on va dire. C'est-à-dire que Crisis, qui était un peu la première fois où on revenait vraiment en arrière pour expliquer un peu l'origine de l'univers et l'espèce de topographie un peu historique et cosmique de l'univers DC. Depuis là, récemment, il y a quand même eu beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a eu les New 52, il y a eu Rebirth, il y a eu Doomsday Clock, il y a eu Infinite Frontier, Infinity, Dark Crisis on Infinite Earth. Mais pas que, il y a même aussi Multiversity, il y a eu la Terre Flashpoint qui a servi d'un événement à part entière aussi. Et voilà, ça fait en fait beaucoup de concepts, et Death Metal, ça fait beaucoup de concepts qui se sont additionnés, qui se sont agglutinés les uns avec les autres au point de ne plus forcément être très cohérents, parce que en fait chacun des grands scénaristes qui est passé sur l'univers DC
que ce soit Geoff Jones, Joshua Williamson et Scott Snyder, et ensuite depuis Mark Waid et Williamson main dans la main, ont tous présenté un peu leur vision de ce qu'était vraiment le multivers, de ce qu'était vraiment le fonctionnement alpha de ce monde de fiction. Donc il était temps effectivement de faire un petit coup de propre, parce qu'il y a eu beaucoup de retcon, surtout pendant Dark Crisis, par rapport à des choses qu'on pensait connaître. Et pareil pour Metal, où on nous explique qu'il y a des multivers dans les multivers maintenant, donc c'est encore plus compliqué. Donc ça peut être pas mal effectivement d'avoir une petite lecture pour remettre un peu d'ordre dans les épinards. Ça c'est ton autre côté de droite, tu vois. J'adore l'ordre. Voilà. L'ordre et le contrôle, la sécurité. L'ordre et la sécurité. Voilà. Moi je suis contre les black blocs et tout ça. Et du coup ouais, et puis c'est Mark Waid aussi quand même qui marche très bien depuis qu'il est chez DC. On pensait justement, il avait dit qu'il avait une petite baisse de morale récemment, mais au final ça s'est pas trop ressenti dans son écriture. Il est toujours en forme, il est toujours à la capitainerie, avec Williamson, qui n'a pas abandonné le travail chez DC non plus, mais c'est un peu plus lui qui tient les manettes sur les grosses séries et les événements depuis quelques temps, depuis 2 ans. Donc c'est très cool. Et en plus Mark Waid, qui était longtemps resté éloigné de DC Comics à cause d'un conflit avec Dan Didio qui a pu se résoudre quand Dan Didio est parti. Donc enfin, il va un peu faire tout ce qu'il voulait faire depuis le départ, en effectivement là en ramenant plus ça se voit que depuis quelques années il est quand même on fire en fait. Surtout avec Superman qui est un peu son personnage vedette à lui, dont il a un peu tout fait de ce qu'il ne pouvait pas faire chez DC, puisqu'il avait fait Irrécupérable, il avait fait quelques projets chez Marvel qui étaient là pour évoquer un peu la présence du dieu totalitaire, on va dire, que là ça y est, enfin il peut toucher le vrai élément de central, et du coup on imagine que la série va se terminer par l'arrivée des Kryptoniens sur Terre, probablement. Ou en tout cas, l'effondrement de Krypton. Moi, je vois bien une série qui se terminerait justement sur le vol de Superman dans le ciel pour dire, voilà, chronologiquement, c'est là que tout commence. Tu crois pas que ça essaierait d'aller justement aussi synthétiser les... Enfin non, ce qu'ils ont dit que c'est jusqu'au Golden Age que ça s'arrêterait, quoi. Donc, c'est juste ça qui est encore un petit peu flou, je pense, sur le projet, mais bon, vu... Ça dépend s'il met en parallèle passé et présent. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, mettons, il revient... justement à l'origine du Monitor, et qui nous dit, et plus tard le Monitor deviendra l'anti-Monitor dans Crisis, etc. Tu vois, si en fait il te met le point d'origine de ces personnages-là pour après les mettre en comparaison avec ce qu'ils seront plus tard, un peu ce que fait d'ailleurs Michael Red dans Superman Space Age, tu vois, où il y a un peu ce côté, on te met systématiquement en comparaison le passé, le futur, pour te dire, tu vois, ça va arriver, mais là on n'en est pas encore là, etc. Ouais. Enfin, il faut voir. Yes, donc ça c'est notre première recommandation. La seconde, Corentin, ça s'appelle They Chose Violence. C'est donc un titre qui nous plaît. Pourquoi ? Parce qu'il y a un petit message derrière, je crois. Les thématiques sont plutôt actuelles. Oui. Donc c'est chez AWA, je sais plus comment on dit, AWA ou on dit AWA. AWA Studios. Les artistes disent AWA, donc. AWA Studios, donc une maison d'édition indépendante qu'on avait vu se lancer notamment avec Straczynski, avec The Resistance, et quelque part j'ai envie de dire que c'est un peu un titre qui a l'air de s'inscrire dans ce genre de thématique, c'est-à-dire dans de l'Uchronie, en rapport avec des faits de société et de politique très très actuels. Oui, même pas forcément de l'Uchronie en fait, puisque alors ça ne participe pas a priori de l'univers de Résistance qui a été complètement abandonné. Hein. Donc juste pour te dire, c'est écrit par Sheldon Allen et c'est dessiné par Mauricio Campetella. Donc c'est pas des gens qu'on connaît beaucoup. Non, ils ont travaillé chez Scout, je crois, donc une petite boîte qu'on couvre très peu parce qu'elle est pas du tout distribuée en France. Comics Initiative en fait certains parfois. Très bien, voilà. Et ben en l'occurrence, voilà, si celui-là finit par arriver, mais c'est aussi l'intérêt de les acheter en single, c'est que a priori il y a très peu de distrib pour ce genre de projet. Même souvent, beaucoup de comics AWA qui sont pas arrivés. Hein. Il y a souvent les titres indés qu'on choisit, c'est aussi parce qu'on sait qu'il y aura pas forcément de VF. En tout cas, que le risque est plus faible par rapport à d'autres. C'est pour ça qu'on essaie aussi de recommander des choses. Ou que c'est plus agréable à lire en épisodique qu'en tome relié. En l'occurrence, effectivement, c'est pas ça se prétend une uchronie, mais en fait, ça se base vraiment dans notre monde réel. C'est l'histoire de 3 amis, 3 femmes noires aux États-Unis, qui ont fait leurs études ensemble et qui débarquent dans une société qui, une fois devenue adulte, est particulièrement raciste et particulièrement violente. Et notamment au niveau des conspirationnistes, des suprémacistes blancs. Donc un problème qui existe dans la société moderne, qui a toujours même plus ou moins existé. Enfin, c'est des racistes, hein, grosso modo, qui généralement vont commettre des actes violents, comme ça arrive dans la vraie vie, tu vois, comme il y a des gens, il y a des milices armées aux États-Unis, il y a des ratonnades en France, enfin tu vois, ça existe. Et elles en fait elles vont en avoir marre et vont décider de contre-attaquer, c'est-à-dire qu'elles vont s'organiser en collectif, se déguiser, se costumer et aller se venger en fait contre les gens qui ont été accusés d'actes violents, d'actes racistes, pour les torturer ou bien les tuer. C'est pas tout à fait clair de ce point de vue-là.
Mais grosso modo, voilà, c'est une sorte de côté un peu blaxploitation. D'ailleurs, il y a une cover alternative de l'artiste que j'aime beaucoup et dont je ne vais pas réussir à retrouver le nom tout de suite. Arnaud, Taylor Kirkham, non, Kyle Baker. Kyle Baker, merci, voilà. De Kyle Baker, effectivement, bah voilà, super artiste aussi. De Kyle Baker qui justement reprend cette idée un peu plus blaxploitation dans le côté radicalité, le côté un peu série B, le côté un peu violence, le but c'est de faire du revenge social. Et une fois qu'elles ont mis cette espèce d'action de justice en route, comme la violence engendre la violence et que l'escalade engendre l'escalade, un vrai tueur en série du monde réel en fait va apparaître et va commencer à imiter leur modus operandi. Donc en fait voilà, c'est la question étant est-ce que à se venger ou à emprunter le chemin de la violence et de la guerre armée contre des problématiques réelles et des vrais soucis, entre guillemets, je veux dire le racisme, etc., on ne risque pas en fait simplement de normaliser et de banaliser une violence qui du coup bah après devient hors de contrôle. Donc voilà, ça interroge un petit peu justement, d'où le nom du titre, Dead Shows Violence. Ça interroge un petit peu justement même nos questionnements à nous qu'on peut avoir au quotidien par rapport aux solutions qu'on pourrait envisager par rapport à certaines choses. Enfin, je ne dis pas que je veux tuer qui que ce soit évidemment, mais c'est après a priori un projet qui en l'esprit de beaucoup d'Américains en ce moment. Donc c'est plutôt chouette. Effectivement, ça fait de la prod pour Aiwa, qui était quand même un peu en désuétude depuis une bonne année. Il n'y a pas eu beaucoup de projets long format, il y a eu des one-shots. Il y a eu l'annonce de Protopias aussi tout récemment, mais qui a un partenariat qui n'est pas une production originale. Depuis que Straczynski est parti, depuis aussi que Carrie Andrews est parti, et depuis que ils ont eu du mal à rebondir sur Christophe Faust, enfin pas physiquement, mais à rebondir sur la carrière de Christophe Faust ou leur créateur à eux. Il restait quelques projets de Milligan, de Mike Deodato Jr., mais des titres qui sont vraiment passés sous les radars. Là, c'est une première annonce qu'on espère amorcera une série, enfin d'autres annonces de séries ensuite, et avec un propos qui est actuel. Mais c'est toujours un peu pareil en fait quand la société, c'est l'intérêt des comics d'ailleurs, c'est que c'est un milieu qui est très mouvant et qui, comme ça coûte peu cher de produire, parce que c'est toujours un test d'envoyer un single issue à l'impression. Souvent les créateurs vont réagir immédiatement à des mécaniques de société actuelles, ce qui nous permet justement là avec l'élection de Donald Trump et pas que, enfin genre généralement le monde et ses problématiques de maintenant, d'avoir beaucoup de BD qui réagissent justement à chaud à la crispation des rapports sociaux, des rapports ethniques. Après ça a l'air d'être vraiment une BD qui si on devait tracer dans les origines, ce serait du mouvement Black Lives Matter de 2020, enfin de la recrudescence de Black Lives Matter dans 2020. Bah, les créateurs sont, je crois, tous les deux noirs. Enfin, il me semble. Hein. Je dis ça de tête. Mais effectivement, ouais. Comme là, tu sais, on en parlait dans le dernier front page, Chip Zdarsky qui a annoncé White House Robot Romance. Ouais. Qui parle aussi un petit peu des crispations entre Canada et les États-Unis et la montée des IA. Voilà, c'est une idée, je pense qu'il a eu dans les 6 derniers mois et qui se transforme déjà en BD, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Donc ça s'appelle They Chose Violence et c'est dans notre Focus Pulps, et le dernier numéro que l'on a choisi, c'est parce que c'est un auteur que Corentin aime bien, qui s'appelle Chris Condon, et le titre s'appelle News from the Fallout. Encore un titre d'ailleurs très joyeux dans ces thématiques. Hein. Oui, bah le pitch aussi est très joyeux. Ça, en l'occurrence, on pourrait le rapprocher d'une peur moderne, mais c'est plus une série rétro, dans le sens où ça se passe dans les années 60, au moment où les États-Unis continuent de parfaire leur art de la bombe nucléaire, donc de la bombe à hydrogène en l'occurrence, de la bombe à thermonucléaire, la bombe H, oui, la bombe à hydrogène, la bombe H, dans un petit diners qui se situe, je crois, dans le Nevada, parce qu'il me semble que les tests nucléaires ont eu lieu dans le Nevada, à moins qu'il ne s'agisse de ceux de Oppenheimer, je ne sais plus. Mais voilà, il y a des gens qui sont du coin, des personnalités un peu folkloriques, l'armée qui tire une bombe, la bombe de trop, entre guillemets, qui provoque subitement l'effondrement global avec la dégradation de l'atmosphère, etc. Enfin, le moment où ça y est, ça a pété, c'est le big one, et que en fait un soldat s'échappe de cette base pour éviter la catastrophe, arrive dans le diner, prévient les habitants qui vont se réfugier dans un abri antinucléaire local, sauf que lui-même est pourchassé par sa hiérarchie. Il y a des monstres qui apparaissent, il y a des tensions au sein du groupe sur est-ce que ce soldat est pas responsable de l'accident nucléaire, etc., etc. Donc une série qui a l'air effectivement pas très joyeuse, mais assez intense quand on voit les premières planches surtout. Elles sont super jolies, ça, qui ont été montrées. Ouais, très grises. Si vous avez vu Twin Peaks, peut-être vous pouvez penser à l'épisode qui donne les origines du personnage de Bob, qui est filmé uniquement en noir et blanc.
Ça fait un peu Ben Temple Smith aussi, je trouve. Ça fait Temple Smith et surtout ça fait un peu Fallout. C'est vrai que c'est bête parce que la série s'appelle News from the Fallout. Moi, je me suis demandé s'il n'y a pas une vague inspiration. Quand tu regardes les planches, tu te dis que non, parce que Fallout a une esthétique paradoxalement plus joyeuse. Mais en l'occurrence, c'est vrai que accident nucléaire, série de survivalistes, de gens qui vont devoir un peu se réveiller après l'orage nucléaire, et le côté un peu paranoïaque, les choix où tu peux tuer, etc. Enfin, tu sens quand même des petites correspondances, sachant que Condon lui-même, c'est un mec qui grand fan de Greg Rucka, grand fan de Warren Ellis aussi, j'imagine, mais grand fan de Andrew Baker. C'est plutôt un auteur de polar, et d'autres de polar assez froid en général. On dit néo-noir, c'est-à-dire c'est des polars qui reprennent en fait l'aspect désespéré et violent du film noir traditionnel. Là, ça a l'air d'être quand même une sorte de pas de côté, puisque on ne sait pas si ce sera vraiment un polar ou un néo-noir. Ça a plus l'air d'être une série survivaliste / apocalyptique. Donc ça a des codes et des aspirations différentes, mais généralement dans les comics de Condon, tu te marres pas beaucoup. On va dire, c'est si vous avez lu That Texas Blood, publié en France, enfin un seul tome, publié en France chez Delcourt sous le nom de Texas Blood, et malheureusement c'est le plus mauvais de la série, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Vous verrez, voilà, c'est du polar écorché. C'est pas justement là où il peut y avoir un peu des aspects sulfureux ou comment dirais-je, ou tendres chez Brubaker. Lui là, c'est pas un mec qui a beaucoup d'amour pour ses personnages, c'est d'abord de la chair à canon, ou bien des personnes très froides. Donc ça lui correspond tout à fait, et ce dessin lui correspond tout à fait, presque plus que celui de Phillips, puisque Phillips il est dans l'expressivité, et en fait ce qui va bien à Phillips, c'est plus un truc comme New Burn, où il y a justement une dose peut-être plus enlevée, légèrement plus enlevée, hein, c'est en pourcentage que je dis ça, c'est pas genre New Burn, c'est plus New Burn, ça, il y a quand même des dialogues snappy, enfin caustiques et tout, que Condon, lui, c'est pas trop son style. Vraiment, là, on en avait parlé dans un podcast précédent. Il va annoncer un projet récemment chez Oni Press qui était issu d'une pré-publication sur Zoop, qui parlait d'une expédition de colons qui avaient fui l'est des États-Unis pour aller à l'ouest, s'étaient retrouvés bloqués dans une tempête de neige et avaient dû se bouffer les uns les autres pour survivre en attendant la fin de l'hiver. Voilà, c'est ce genre de BD que lui il fait. Donc là, le fait qu'il migre vers l'apocalypse nucléaire, c'est assez logique, et ça a l'air cool en tout cas. Très très bien, merci. Ouais, moi j'étais frappé juste en voyant les planches aussi par l'esthétique que je trouve absolument sublime. Si vous voulez vous tapez News from the Fallout sur comicsblog.fr, vous aurez un aperçu des planches aussi. Et je pense que ça pourrait peut-être vous convaincre d'y aller. Mais en tout cas, voilà, ce sont les notre sélection de 3 titres pour le Focus Pulps donc de ce mois d'avril 2024. Et n'hésitez pas à passer commande. Les liens sont dans la description de ce podcast. On espère que ça vous plaira. Ensuite, Corentin, on va maintenant continuer du côté de l'actualité comics VO. Alors, une bonne nouvelle peut-être, c'est toujours moi qui prends la parole, mais peut-être que le grand bordel Diamond Comics va s'arrêter, puisque le distributeur a été racheté en quasi-totalité par Alliance Entertainment, qui est également un distributeur en fait. Donc c'est un distributeur qui est plutôt spécialisé à la base dans tout ce qui est CD, vinyle, DVD, film, Blu-ray, jeux vidéo, la culture en physique, électronique aussi. Enfin voilà, des trucs plein de choses comme ça. Ils faisaient pas encore la bande dessinée et donc ils ont racheté Diamond Comics Distributors avec la plupart des actifs, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir ajouter à leur catalogue de produits en fait, donc des single issues et des albums en TPB. Alors c'est pas forcément un signe que j'ai une question avant que tu sur l'analyse. Est-ce qu'ils ont racheté les dettes de Diamond ou est-ce qu'ils ont racheté Diamond sans les dettes à rembourser? Non, ils ont racheté. En fait, c'est ce qu'ils ont. Il y a un truc un peu spécifique qui est marqué là-dedans, c'est que l'acquisition elle est facilitée parce qu'ils ont obtenu un crédit, ce qu'ils appellent un crédit renouvelable à hauteur de 160 millions de dollars, ce qui va leur permettre justement de rembourser les dettes qui étaient dues du distributeur aux éditeurs. Parce que la raison pour laquelle je pose cette question pendant qu'Arnaud s'étouffe, c'est que on avait plus ou moins cru comprendre que pour les grosses boîtes qui bossaient avec certains éditeurs comme Penguin, qui travaillaient avec IDW ou Dark Horse, comme Diamond n'était plus en capacité de rembourser les dettes, Diamond qui considérait quand même qu'on leur devait Penguin qui considérait quand même qu'on leur devait de l'argent, comptait échelonner les dettes sur les éditeurs et pas du coup sur la partie distrib. Et ce qui était très préoccupant pour les boîtes en question qui traversent un contexte compliqué. Hein,
il y a un marché de la BD en Europe, enfin une crise du marché de la BD en Europe comme aux États-Unis, et que je crois que ça se chiffrait à plusieurs millions de dollars pour des boîtes comme Dark Horse et d'IDW. Donc on était quand même en sérieux danger de savoir si ils allaient survivre. Notamment le président d'IDW qui avait fait un communiqué aux actionnaires, les gars, on va traverser des temps orageux, donc accrochez-vous. Mais là, a priori, ça devrait, pour le coup, permettre d'éponger justement ces créances qui étaient dues. Bah, c'est une bonne nouvelle, et en même temps, il y a tellement aussi de maisons d'édition qui sont passées directement chez Penguin Random House entre-temps, qu'au final, tu te dis, bon, est-ce que la survie de Diamond Comics est essentielle au vu du nombre de maisons d'édition qui, entre-temps, en fait, se sont barrées, hein, tout simplement. Alors, Diamond, techniquement, va toujours servir d'intermédiaire, et puis il y a un intérêt là aussi, c'est que techniquement, toutes les boutiques avec lesquelles Alliance Entertainment fait déjà de la distribution vont pouvoir potentiellement, la question c'est est-ce qu'au final les comic shops, enfin, les comics en single issues vont être disponibles dans d'autres boutiques, dans d'autres enseignes que c'est rigolo pour le coup, que du coup les libraires spécialisés. Je suis pas certain. Un disquaire et je suis pas certain que ça se fasse, parce qu'en général quand tu vas chez ton disquaire c'est pour acheter un disque, et tu vas pas te dire ah bah tu sais il y a des comics, bah du coup je vais acheter des comics. Non, déjà quand tu vas chez ton disquaire oui. Bah, c'est quand la dernière fois que t'étais chez le disquaire, toi. Mais moi, j'achète plus de support physique en musique depuis longtemps. Ouais. Parce que moi, les vinyles, tu vois, je les prends à la Fnac comme un connard. Ah. Mais il y a pas de disquaire à Ivry. Un autre côté de droite, c'est plus pratique, il y a plus de choix que. Aïe. Non, il m'est arrivé d'aller chez un disquaire qui était au-dessus de Saint-Michel, c'est au-dessus de Album et etc. Bah voilà. Oui, mais ils avaient pas ce que je voulais. Du coup, je l'ai commandé sur Internet comme un connard. On peut pas tous soutenir non plus tout le temps, tous les commerces, etc. C'est compliqué. Je te cancel. Moi, je prends mes BD déjà en librairie, à BDnet, toujours. Mm-hmm. Mais voilà. Très bien. C'est un groupe en plus, BDnet, tu vois. C'est quasiment Fnac comme Fnac. Bon. Quand même pas, non. Mais non, mais je rigole, BDnet, si tu m'écoutes, je t'aime. Non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc, non, c'est un autre distributeur qui acquiert un autre distributeur, sachant que je disais que l'acquisition se fait en quasi-totalité, parce que il y avait une douzaine d'actifs différents. En gros, dans le groupe Diamond Distributors, et notamment, en fait, ils ont pris Diamond donc Comics, ils ont pris Alliance Game Distributors, c'était leur propre service de distribution de jeux. Ils ont pris également Diamond de jeux vidéo, non, des jeux de plateau, ouais, okay. Des jeux de bois, des jeux de société, ouais. Plein de jeux quoi. Diamond Select Toys et Collectibles, donc ça c'était pour les produits dérivés, vraiment les figurines, les toys et tout ça. La partie qui ramenait la thune a priori. Une partie qui pouvait ramener de la thune, forcément, parce que ça se vend beaucoup moins qu'à une époque, hein. Ça, à une époque il y avait les hot toys, les machins, les kotobuki et tout ça, c'est fini, hein. Il y a maintenant. Non, je te jure, parce que j'en ai discuté. Non, mais je te crois. J'avais discuté avec Arnaud de Peps qui me disait que il y avait plus grand monde qui achetait ces produits-là, et que maintenant, ce qui se vend de ouf, c'est les mystery box, là. C'est les box avec des, avec les Snoopy. Mais avec toutes les licences du monde, les en Godzilla fait. Aussi, ils te sortent des séries de box, avec 6 figurines ou 8, J'en ai vu chez Pulps de ça, je crois. Ouais, mais parce qu'il y a que ça dans leur boutique, enfin, il y a beaucoup de ça. Et donc, en fait, tu en achètes une, tu sais pas quelle figurine t'auras dedans, des petits trucs. Ça coûte pas très cher. Enfin, coûte pas très cher. Si, ça coûte trop cher pour ce que c'est, parce que ça coûte genre 15 balles, tu vois. Stock, quoi. Enfin... Et voilà, c'est de la résine ou du plastique, mais. C'est un peu nos pachinko à nous. Mais voilà, c'est ça, c'est que tu dis, il y en a une. Bon, en général, t'en achètes deux, parce que t'es sûr que si t'en achètes deux, vu que c'est des séries de 6 ou 8, t'auras pas deux fois la même, sauf si t'as vraiment pas de chance, quoi. Et puis après, tu dis, bon, allez, troisième. Comme les blind packs. Puis après, tu fais, avec de la chance, je vais pouvoir me faire toute la petite collection. C'est vraiment un Yankee de fou, ça. Mais moi, je le fais pas. Savoir. Mais regarde, j'ai vu dans tes yeux, Arnaud. Non, mais je t'explique comment. Tu l'as déjà fait. Non, jamais. Regarde-moi la vérité. Jamais. Je l'avais fait pour les Lego Mario. Ah, super. Les petits Lego, c'était beaucoup moins cher, c'était 6 €. Et pour le coup, j'en ai eu aucun en double. Pour les Snoopy, j'en ai pris 2. J'ai su m'arrêter à 3. C'était pas cher, hein, c'était du bal, je crois, un truc comme ça. Mais attends, les terrariums Snoopy, là, ils sont trop bien. Mais oui, ils sont géniaux. Les Snoopy, c'est la piste. Très, ouais, ils sont très mignons. Donc voilà, bref. Est-ce que les Funko, ça se vend encore? Les Funko Pop? Bah, je crois. Parce que quand même, là, pareil, dans les BD. Par contre, les Funko Pop, puis la Sorbonne, t'en as quand même, mais des milliards, et c'est, avec leurs yeux morts, leurs yeux de requin. C'est clair, c'est saloperie de bestiaux. Ça aspire ton âme. J'ai fait ranger Océane tous les siens, j'en ai quasiment plus dans le salon. Non, mais il y en a une ou deux là qui traînent. Oui, mais je les vois. Avec des bricks. Mais que je n'ai jamais acheté.
Ah. C'était des cadeaux lors d'events ou je sais pas quoi, Très bien. un truc comme ça. Enfin bref, du coup, donc Diamond. Donc voilà, donc ils ont aussi repris donc Diamond Selectors et Collectibles, ce qu'ils appellent Collectible Grade Authority. Donc ça c'est pour ce qui est l'évaluation des cartes, des comics et tout ça, des collectibles. Mais par contre, il y avait un actif qui était aussi en vente et qui a priori, en tout cas qui a pas été listé dans le communiqué de presse de la reprise, c'est Free Comic Book Day. Et donc merde. et donc ça, alors on verra bien, mais la question qui se pose actuellement, c'est de se dire est-ce que le FCBD de cette année-là, ce sera le dernier ou pas, parce que a priori, ça n'aurait pas forcément été repris. Oh, maintenant, mais parce que Marvel et DC, ils ont leur distrib à eux, donc ils continueront de le faire de leur côté. Bah je sais pas. C'était non parce que qui distribue Marvel. Non, mais même c'était quand même organisé par Diamond quoi. C'était quand même une marque déposée qui appartenait à compliqué quand même, c'est tellement rentré dans leur écosystème d'annoncer les événements. Bah ouais, mais rien n'est éternel hein. Oh non, je serais surpris. Et en plus, il y a quand même des interrogations parce que le boss de Alliance Entertainment, il a fait une sorte de vidéo chat avec des retailers et grosso modo, toutes les libraires, donc les libraires spécialisés américains, et en gros, à toutes les questions qu'il leur posait sur des trucs très spécifiques, le mec leur disait, je sais pas comment ça marche, mais ça a l'air intéressant et on va regarder. Donc, en gros, le mec, il était, après, c'est un gars à l'ancienne, il a vu un truc qui faisait de la distribution, lui-même, il est de la distribution. Il s'est dit, faut agrandir notre parc d'activité parce que, c'est comme ça que ça marche, il faut agrandir son secteur d'activité. Mais, visiblement, son intérêt, ce n'était pas de sauver les comics. En l'occurrence, tu vois, les comics, ils s'en fichent, c'est un bien comme un autre, c'est comme vendre des ce qui inquiète particulièrement, mais ça veut pas forcément dire grand chose. Non, mais ce qui inquiétait les commentateurs, notamment Heidi McDonald du site The Beat, c'est parce qu'à un moment il dit quelque chose du genre, nous on a une politique de on ne distribue pas un bien si on n'a pas une valeur, enfin si on n'a pas genre 95 cents de bénéfices dessus en fait sur le fait de l'avoir distribué. Et donc ça veut dire qu'il y a pas mal de petits comics, enfin de comics de petites maisons d'édition en fait qui ne seraient pas éligibles en fait à être distribués par chez eux. Donc ça quoi précisément 95 parce que c'est leur politique, ça j'en sais rien, c'est une politique parce que c'est leur seuil de rentabilité en fait pour un truc comme ça, tu vois. Dans les comics c'est compliqué, c'est un quart du prix. C'est un tiers du prix. Un quart du prix. Non, mais il faut voir après parce que ça aussi, je me dis que c'est aussi au volume et des choses comme ça. Mais bon, mais ce que la rédactrice disait, c'était qu'en gros, en fait, ça pose vraiment la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas juste des petites maisons d'édition qui vont pas ne plus être distribuées tout simplement à cause de ce truc. Alors que justement, Diamond Comics, ce qui était intéressant par rapport à Pierre Hatch ou à Lunar, c'est que eux, ils s'occupaient de toutes les petites maisons d'édition. Et c'est pour ça, juste entre parenthèses, qu'il y a une bonne nouvelle qui est survenue en parallèle de ça, c'est que Alien Books s'est associé à IDW pour la distribution, c'est-à-dire que tous les titres de Alien Books, qu'il s'agisse de leur création originale, qu'il s'agisse des titres européens ou asiatiques qui font venir, ou du catalogue Valiant, en fait, ils seront commandables aussi au sein même en fait du catalogue de IDW. Et ça, c'est quand même une bonne chose parce que ça va leur permettre quand même d'être beaucoup plus visibles et potentiellement commandables auprès des libraires, quoi. Mais est-ce que les imprimeries sont toujours au Canada, non? Ah non, alors le truc parce que tout ça, c'est pas un problème déjà qu'on est en train de se dire ça va bien se passer, alors qu'en fait ça se trouve l'industrie du kiosque elle meurt dans 6 mois à cause des tarifs. Non, parce que je pense des tarifs les frais de douane, ouais. Enfin, c'est les tarifs, c'est les tarifs. Bon, les frais douaniers, c'est plus compliqué déjà, mais parce qu'en fait, il dit une chose, le mec orange là, il dit une chose, puis 2 jours après, tu peux dire le gros connard. Les normes. Tu peux dire le sale connard. Les normes sac à merde. Voilà. En fait, il a fait 3 fois le coup. Il a fait, ok, je fais des tarifs à 25%, à plus 25%. Puis le lendemain, il fait, non, bon, on va décaler dans un mois. Puis le jour J, il fait, c'est bon, je remets les tarifs à 25%. Il y a une vraie crise boursière actuellement à cause de ça. Et 2 jours après, il fait, non, ça marche pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que, en fait, il va se rendre compte que même s'il bloque les importations avec des frais douaniers, parce qu'en gros, c'est simplement que pour l'économie du livre, en fait, il y a des tarifs qui sont à entre les États-Unis et le Canada, il y avait rien. Et avec la Chine, c'était, je crois, 10% peut-être, un truc comme ça, ou 7,5%. J'ai fait un article dessus, donc il y a les chiffres exacts là-dedans. Et ce qu'il veut faire, c'est simplement, pour protéger l'économie américaine, de dire, on va mettre des frais douaniers supplémentaires, c'est-à-dire que ça va passer à 25% pour le Canada, et ça augmente encore de plus 1% sur ceux de Chine. Et le problème, c'est que, une grande majorité des single issues sont imprimés au Canada et une grande majorité des albums, trade paperback, hardcover, sont imprimés en Chine. Donc, en fait,
tu risques complètement de mettre à mal toute l'industrie, puisque il n'y a pas forcément en fait des imprimeries aux États-Unis. Et c'était un des commentateurs qui disait, je crois que c'était le mec de Matt Cave ou de Oni Press, qui disait, mais admettons même que les tarifs soient vraiment faits pour protéger l'industrie américaine, en fait, il n'y a pas miraculeusement des imprimeries qui vont se créer, des usines de pâte à papier qui vont se créer aussi aux États-Unis, en fait, et surtout, et même s'il y en avait, qui vont être capables d'absorber d'un coup toute l'industrie de la bande dessinée nord-américaine. Donc, c'est pour ça qu'au final, d'acier, ça le dérange pas plus que ça. Hein, non, oui, mais ça, c'est juste que ça nous concerne pas. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un non-sens de toute façon. Donc. Oui, mais donc juste pour les comics, pour l'instant, c'est vrai que c'est une situation qui est tendue sur plein de points. Il y a plein de points de tension, mais j'avais vu qu'il y avait des entreprises qui avaient commencé justement à vouloir s'installer aux États-Unis pour pallier aux mesures économiques que peut prendre. Sinon, il faut lire en numérique. Alors sinon il faut lire en numérique, ben oui et non. Voilà. Parce que si tu veux ton fichier numérique, ça veut dire que c'est un fichier qui est aussi prévu pour l'impression en fait. Et si toute l'industrie se casse la gueule et qu'on n'imprime plus, ben on va plus commander de toute façon de numéros aux gens. Ça c'est sûr. Donc il y aura pas de comics numériques de toute façon. Bah sauf ceux qui sont faits pour le numérique. Ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche actuellement. Il restera Comixology. Voilà, enfin, Comixology Originals va gagner la bataille. Oui, c'est ça, il restera Comixology Originals et les webcomics, quoi. Super. Ouais, les webtoons vont gagner. Eh bien, grand bien leur face. Lançons First Webtoon. Eh ben, il va falloir y réfléchir. Et donc voilà, Corentin. Situation préoccupante quand même, je trouve. Ah, c'était une drôle. Bah, ça. Quand même depuis quelques années, la crise du papier, la mort de Diamond. Bah, ils sont pas morts pour le coup, ils sont pas morts. Oui, non, bien sûr, ils sont pas morts, mais je veux dire, on croyait qu'ils étaient morts. La segmentation aussi même des distributions après le Covid et le fait que Diamond était considéré un peu comme un traître par différentes maisons d'édition. Là, à côté, des boîtes comme IDW qui, des boîtes comme IDW qui tirent un peu la langue ou, enfin, je sais pas, les petits licenciements qu'on a eu aussi récemment. Enfin, je sais pas, il y a pas forcément. C'est un peu, j'aime pas moi. Après, de façon générale, dans toutes les industries culturelles en ce moment, c'est pas la méga teuf, quoi. C'est vrai. J'en cherche une qui irait bien. Regarde le cinéma, c'est pas la teuf du tout. T'as même les majors qui sont en train de se prendre des non, mais le cinéma. Tôle sur tôle sur tôle. Oui, mais c'est bien fait pour leur gueule. A priori, les dirigeants qui ont habitué les gens à consommer pour le prix d'un sandwich tous les mois, un mois de divertissement gratuit en streaming. Et après, ils vont râler que les gens vont plus au cinéma. Mais les gars, on vous avait dit depuis le début. Enfin, bref, c'est un autre sujet. La musique, je crois. La musique, ça va, non? Enfin, si on part du principe que ça allait pas bien à la base. Bah, la musique, c'est quand même, ils sont tous sous-payés avec Spotify et tout ça. Oui. Ce que je dis, ça allait pas bien à la base. Non, c'est ça. Bah, je sais pas. Non, bah, je sais pas si le marché le manga va bien. Si le marché non, bah non. Ah bon? Non, le manga, non, ça va plus bien. Non, mais c'est pas non. Y a rien qui va bien. Non. Non, le manga a connu de très belles années là entre 2022 et 2023, puis maintenant c'est une sorte de retour à la normale, mais quand tu regardes les pertes en volume et en valeur, c'est des chiffres qui sont assez impressionnants. Alors parce que ça avait grimpé tellement haut que forcément c'est plus impressionnant quand ça revient des niveaux qui restent certes supérieurs au pré-Covid, mais qui sont quand même très très faibles. Non, le nombre de librairies manga qui ont ouvert en 2021 parce qu'ils pensaient que c'était la nouvelle cash machine et tout ça, et qui 2 ans après ont fermé ou ont dû réaménager tous leurs rayons pour proposer autre chose. Non, moi j'en ai vu pas mal des actus sur Livre Hebdo de librairies qui sont nés au moment du boom du manga et qui clairement ont cru que ça allait durer éternellement, alors que évidemment que non. Et le jeu vidéo, c'est pareil. Alors le jeu vidéo, on va éviter de déprimer. Oui, bon, moi je m'en fous. Mais... Ah non, c'est déprimant. Non, franchement, c'est déprimant. Enfin, c'est déprimant pour les pauvres mecs qui vont perdre leur boulot, mais enfin, je veux dire, ça fait des années que le jeu vidéo, c'est l'un des milieux qui dizaines de milliers de gens qui ont perdu leurs emplois depuis 1 an là. Ouais, le jeu vidéo, ça a toujours été une des industries les plus cruelles du secteur culturel. Et tout le monde s'en est battu les couilles depuis 15 ans. Depuis 15 ans, tout le monde s'en est battu les couilles. Et d'un coup, on se réveille en mode genre, ben oui, mais évidemment. Et parce qu'ils crunchaient, mais ils avaient du travail. Alors que là, ils ont plus de travail. Mais c'est pas juste qu'ils crunchaient. C'est que les licenciements après projet, ça a jamais été aussi enfin, c'est un très très long sujet, mais il y avait jamais eu de syndicalisation, contrairement au cinéma, contrairement à différents secteurs culturels où il y a quand même des protections qui ont existé.
ou même le secteur juridique s'en sont jamais vraiment préoccupés parce que juste à part faire des défiscalisations au Canada ou dans les secteurs comme ça, ils sont jamais préoccupés de ce que les mecs faisaient vraiment. Le harcèlement sexuel, le harcèlement sur les réseaux, la culture de la haine en ligne, le Gamergate, fait, ça, c'est les mouvements fascistes, ils partent un petit peu de ça aussi aux États-Unis. Hein. Enfin bref. C'est un très très long sujet, mais grosso modo, le jeu vidéo, il fallait peut-être se réveiller avant pour essayer d'en faire un truc sain, avant de réaliser qu'en fait, c'est tenu par des enfoirés qui s'en battent les couilles et qui n'ont aucune valeur. Et quand ils ont vu l'oiseau IA et NFT qui tapaient à la porte, ils ont ouvert les fenêtres en grand en mode rentre, vas-y, je suis Ubisoft, on va faire des objets collectibles à $100. Les NFT, c'est fini, frérot. Ouais, mais non, mais ils ont essayé, ils y ont cru, frère. Pour eux, c'était, hey, le métavers, c'est tout, on va se mettre de l'argent. Faudra faire un jour un classement, tu sais, des innovations, entre guillemets, technologiques les plus rincées des années 2020, là. Ah bah, même 2010-2020, parce que t'as aussi les crypto-monnaies, hein, qui, pareil, tu te dis, bon, ça sert à rien, mais on l'a quand même créé pour que des gens se croient riches. Jusqu'au moment où assez de gens sont persuadés que ça existe vraiment et qui, de coup, deviennent vraiment riches. Et rien que t'achètes une crypto-monnaie, tu pollues comme un connard. Enfin bref. Arnaud. Allez, c'était l'instant. Je t'ai miné le mot. non, Corentin, le donneur de leçons. Mais on est là pour ça. Le fameux. On est là pour ça. On est les islamo-véganistes. Le islamo-moraliste. Exactement. Le islamo-comics moraliste. C'est voilà. Comme ça qu'on va s'appeler. Pro-Hamas. Non, alors. Waouh. Non. S'il te plaît, on a déjà assez de soucis comme ça. Corentin, justement, plutôt que de dire des bêtises, il va y avoir un crossover entre les Thundercats et les Super Nanas. Et ça, quand même, est-ce que ça va pas sauver l'industrie des comics? Si. Ah. Tu l'as mis au programme? Ouais. Ah bah écoute, voilà. Il y avait pas tant d'annonces que ça en VO ces derniers jours. Il va me falloir une équipe créative. Bon, Kikouzor. Oui. Alors, le concept, on se rappelle, le groupe Warner Bros, enfin le département consommateur du groupe Warner Bros, ne sachant trop que faire des licences Hanna-Barbera, dont une partie concerne d'ailleurs le catalogue Cartoon Network, d'où la présence des Super Nanas. C'est associé à Dynamite parce que voilà, ils avaient pas envie d'exploiter eux en interne avec DC Comics ou une autre de leur maison d'édition les propriétés intellectuelles de ce catalogue-là. Donc Dynamite a accueilli cette nouvelle les bras et le chéquier ouverts. Ils ont récupéré notamment les Thundercats qu'ils ont lancé, qui a fait un premier numéro commandé par les libraires à 175 000 ex de mémoire, ce qui était un record hein, pour une série indé. C'est pas vraiment indé, mais une série indé de licence quand même, de licence poussiéreuse. Je veux dire, les comics Alien ne faisaient pas ça hein, en leur temps chez Dark Horse. Enfin, peut-être au début, mais en tout cas plus jusqu'à récemment. Même je suis pas sûr que les comics Planète des Singes font ça. Tu vois, enfin Thundercats c'est quand même très très vieux. C'est pas une truc moderne. Les Cosmocats. Les Cosmocats, ouais. En français. Après ça a plus ou moins bien fonctionné. Ils ont fait d'autres expériences, notamment avec Johnny Quest, le Space Ghost, avec les Super Nanas, donc qui ont été confiés à Kelly Thompson. Kelly Thompson qui avait commencé sa carrière d'autrice en proposant un épisode de Super Nanas à Cartoon Network quand elle était encore à la fac. Donc voilà, ils font plutôt bien les choses. Ils vont chercher du personnel compétent comme Joe Casey, comme les Thundercats, c'est Ed Brisson, Declan Shalvey, un des deux, Declan Shalvey. Et Ed Brisson qui a fait des spin-offs en compagnie de Declan Shalvey sur les Cosmocats. Et là, en fait, ils sont arrivés à une période où ils tâtent un peu le terrain. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu des dessins animés très, très, très secondaires qui ont été adaptés, vraiment des trucs très vieux pour le coup, qui ont été adaptés que Hanna-Barbera, c'est vieux hein, maintenant, c'est les années 50-60. C'est des trucs qui, voilà, c'est Scooby-Doo, c'est Scooby-Doo. Enfin, c'est vraiment des propriétés intellectuelles que nos grands-parents ont connues à leur époque. Enfin, ça dépend de nos âges, tu me diras, mais voilà. Ouais. Mais voilà, là, ils ont quand même commencé à reprendre des dessins animés un peu plus récents, comme Captain Planet, on en avait parlé. C'était Ed Brisson hein, pour les Thundercats. Enfin, Ed Brisson avait fait une série qui était Thundercats Lost. Oui. Et l'autre, c'est Declan Shalvey, du coup, c'est ça. Okay. C'est ça, ouais. À côté, voilà, il y a aussi eu les Silverhawks, qui étaient une sorte de cousin des Thundercats. Voilà, c'est un petit bonhomme de chemin qui suit son cours. De fait, on n'a pas forcément de retour à chaque fois sur les ventes, mais ça marche assez bien pour que Dynamite continue un peu à investir là-dessus. À tel point d'ailleurs qu'ils ont un peu déserté le reste de leur production. On a eu beaucoup moins de comics Vampirella ou
Alors Red Sonja quand même, il y a quand même régulièrement ce que Red Sonja c'est AE, Red Sonja c'est Dynamite. Priest, c'est parce que c'est Priest qui s'occupe de Vampirella un peu en. C'est vrai, mais ça les empêchait pas de faire avant des espèces de Into the Vampyverse. Peut-être que ça c'est Dynamite. Mais oui, mais peut-être que justement, peut-être que ça ne s'est pas vendu, c'est pour ça qu'il recommence pas. Ils ont même essayé de faire du Flash Gordon à un moment donné, après maintenant c'est Matt Cave qui a la licence. Et donc là, ils arrivent dans une période un peu où t'as l'impression qu'ils essayent de faire en sorte que les séries populaires tirent vers le haut les séries un peu moins populaires. Donc du coup, ils ont fait un crossover Space Ghost et Johnny Quest. Alors j'ai aucune idée duquel est plus populaire que l'autre. Hein. À mon sens, peut-être plutôt Space Ghost, parce que les gens connaissent, enfin même moi je connais le Space Ghost. Johnny Quest, j'ai pas eu ce plaisir. Et là, c'est un peu pareil avec Thundercats et les Super Nana. Deux concepts qui n'ont pas l'air de bien se rencontrer, parce que les Super Nana et les Cosmocats, c'est deux univers différents, c'est deux planètes différentes, c'est deux graphismes très différents. Mais c'est rigolo, tout le monde aime bien les Super Nana, beaucoup de gens aiment bien les Thundercats. Quelque part, les Super Nana, c'est tellement absurde de base que tu peux un peu les mélanger avec tout et tout le monde. Moi, je les verrais bien aller voir Hellboy. Parce qu'il y avait Mignola qui avait fait un dessin des Super Nana, ouais, avec Mojo Jojo qui était dessiné comme un vrai singe, à la Mignola, alors que les Powerpuff Girls étaient dessinés comme les Powerpuff Girls, c'était trop bien. Du coup, je rêve un peu en secret d'un comics Super Nana par Mignola. Mais du coup, ouais, c'est chouette. Ils avaient annoncé le crossover pour le FCBD de cette année. Ça commencera cet été et on a hâte de découvrir ça. Sachant que pour l'instant, je crois qu'aucun de ces projets n'a été annoncé sur le sol français. Non. Ce qui est curieux parce qu'on a quand même un peu tous grandi, enfin pas tous, mais on est nombreux à avoir grandi avec Captain Planet, avec... Alors si on avait le câble et Boomerang, on a connu le Space Ghost. Si on avait le câble et Boomerang, on a connu les Cosmocats. Et si on avait Cartoon Network même, on a connu évidemment les Super Nana. Donc ce serait bien que peut-être une de ces séries finisse par trouver son chemin vers la France. Ouais, je sais pas si ça pourrait intéresser Vestron ou Réflexion qui sont un peu dans ces trucs de licence un petit peu old school. Là, c'est vraiment très, je vois très pas school, qui d'autre les ferait en fait. Mais en plus, pour moi, ils ont pas mis la thune aux bons endroits parce que, ok, Cosmocats, c'est très connu, etc. Mais quand même, les fous du volant. Enfin, les fous du volant et Scooby-Doo, même, j'ai envie de dire. Les fous du volant et Scooby-Doo, c'est littéralement les trucs que tout le monde a connus, en France particulièrement. Oui, mais faut les vendre en comics après, hein. C'est une autre paire de manches. Non, mais t'inquiète. Enfin, je veux dire, quand on avait fait la news, les fous du volant sur le site, t'avais quand même des gens qui se souvenaient, qui regardaient. Oui, t'avais 5 types qui se souvenaient, c'est pas ça qui fait l'économie. Mais c'est un échantillonnage. Toutes les news qu'on fait n'ont pas 5 commentaires. Non, effectivement. Tu vois, c'est un échantillon, ça veut dire qu'il y a un intérêt. Non, mais blague à part, je vois, enfin, tu vois, toi, tu situes un peu les fous du balance, t'as pas eu la télé, putain. Bon, un mec normal situerait les fous du volant. Voilà, les fous du volant. Allez, Corentin, donc. Diabolo! Donc, juste, c'est Paulina Ganucho et Coleman Engel. Oui, voilà, Paulina Ganucho, qui écrit aussi, d'ailleurs, le numéro qui réussit, enfin, une des histoires du numéro, les fous du volant, qui a été annoncé récemment. Sinon, du côté de l'Indé également, grand retour du Lazarus de Greg Rucka, qui va se conclure avec une ultime mini-série. Oui, c'est la fin c'est la fin des séries Image Comics classiques, dans le sens où il y a aussi Copra qui a été annoncé pour sa noble conclusion là cette année, sachant que Copra n'est pas une vraie série Image Comics, ça a été récupéré par Image, mais au départ c'est une série autopubliée, donc c'est différent. En l'occurrence, Lazarus, c'est vraiment probablement le dernier bastion en fait de cette ce qu'on appelle nous le deuxième âge d'or de Image Comics, donc le grand boom de Image Comics qui a amorcé le boom de l'indépendant moderne aux alentours des années 2010, 2011, 2012, à l'époque où Kirkman et Eric Stephenson se sont associés en fait pour essayer de relancer un peu justement les créas originales en s'inspirant un peu de ce que Kirkman avait fait avec Walking Dead et Invincible. Alors évidemment, il y en avait déjà eu avant, hein, c'est pas un truc tout à fait nouveau. Ce qui était nouveau, c'est le gros push éditorial que eux ils ont fait pour proposer des meilleurs contrats, pour aller eux-mêmes faire du talent scouting et proposer aux grands scénaristes qui étaient installés chez Marvel, chez DC, des contrats d'exclusivité, comme pour Ed Brubaker, et évidemment, voilà, lancer des projets comme Saga, comme Descender, comme Deadly Class, et évidemment, donc Lazarus, qui était un peu le représentant de la bibliographie de Greg Rucka à ce moment-là. Je crois qu'il a fait après Black Magic aussi chez eux. C'était un peu les deux seuls trucs. Parce que Rucka, c'est curieux, mais il a jamais vraiment, en fait, réussi à percer le plafond de verre que Brubaker, à mon sens, a réussi à percer. Il est connu pour ses comics chez Marvel et chez DC, hein, Rucka. Je veux dire, il a quand même fait du très bon Punisher. Il a participé à écrire les Gotham Central avec Brubaker. Voilà, enfin, c'est un champion. Mais Batwoman aussi, évidemment, avec. Alors, on retient bizarrement plus J.H. Williams Junior que
que lui sur Batwoman, alors qu'il a quand même écrit Elegy. Hein, c'est le début de Batwoman, c'est lui, c'est le co-créateur. Mais voilà, enfin, grosso modo, il est pas non plus aussi populaire que certains de ces grands scénaristes que sont Brian Kevogan, Remender, etc. Lazarus, c'est une série qui a beaucoup de fans, qui a eu son petit succès, qui est dessiné par Michael Lark, en plus donc un autre de ces champions du polar qui pareillement fait partie de la même famille que Brubaker, Epting et Sean Phillips. Ils ont tous fait plus ou moins des comics ensemble, que ce soit sur Captain America, sur Punisher et tout. Donc voilà, l'histoire en fait se passe dans un monde futuriste où les 1%, en tout cas une petite poignée de 1%, des grandes familles en fait riches comme les Pinault, les Arnaud, les Murdoch, etc. Enfin les espèces de dynasties de milliardaires ont fini par en fait acquérir tellement de pouvoir et de ressources qu'ils ont renversé les gouvernements. Maintenant, c'est eux qui possèdent tous les moyens de production et le monopole de la violence. Donc ils ont des armées privatisées, ils ont acheté tous les terrains, tout le monde travaille pour eux et ils sont un peu répartis la terre comme ça en fiefs féodaux. C'est comme à l'époque du Moyen-Âge où tu avais des rois et des reines, bah là ils sont moins nombreux et plus puissants. Et en l'occurrence, comme le pouvoir appelle le pouvoir, il n'y a jamais vraiment de limite à la cupidité et au développement de c'est un peu le capitalisme, tu vois, il n'y a pas de limite à la croissance, donc il faut toujours aller plus loin. Ils se font des guerres entre eux pour continuer à piquer les territoires des uns et des autres. Et comme en fait ils se sont aperçus que c'était pas forcément très sain, ils ont décidé qu'un membre de leur famille respectif allait être choisi pour être le Lazare, donc le Lazarus, c'est-à-dire un agent spécifiquement et désigné pour être entraîné, manipulé génétiquement, formé au combat, formé à l'assassinat et manipulé psychologiquement aussi, pour devenir un peu une sorte de super agent au service des intérêts de la famille. Et c'est un peu ces agents, voilà, ils peuvent défoncer 50 mecs s'ils veulent et tout, et ils font des espèces de parties de chasse entre eux pour voilà, les Lazars affrontent les Lazars dans des espèces de grandes bastons pour le contrôle de la Terre. En l'occurrence, l'héroïne de la série qui s'appelle Forever Carlyle, alors toujours chez Greg Rucka les noms à coucher dehors, ça c'est obligatoire. Quand tu veux prendre des séries sérieux. T'agace pas là-dessus. Comment elle s'appelait l'héroïne de Stumptown aussi? J'ai oublié, putain, mais pareil, il avait un nom claqué. Bref, donc Forever Carlyle, qui est l'héroïne, en fait, va au cours de la série subir une sorte de transcendance, réaliser qu'elle n'est pas dans le bon camp, voilà, l'arcane classique des films de science-fiction totalitaire, et décider de se retourner contre son père, qui est le patriarche de la famille, un peu le Bryan Cranston de cette réalité-là. C'est Dex Parios dans Stumptown. Qu'est-ce que c'est que ça? Et et voilà, là c'est l'ultime histoire, the ultimate story, dans le sens où il y avait donc une première série qui avait duré 30 numéros, un peu plus, puis 2 autres mini-séries, un guidebook aussi pour revenir un peu sur l'origine fictive de cet univers. Et là, bah voilà, ils se sont enfin motivés à écrire la fin, donc la suite et fin dans laquelle Carlyle remonte jusqu'au sommet de sa propre arbre généalogique, son propre arbre généalogique d'ailleurs, et va probablement dessouder son père et ramener l'équilibre dans la force. On est quand même content que ça se conclue. Bah, les fans sont contents. Voilà. Bah, si je peux être très honnête, c'est une série qui me laisse Ah ouais? Ouais, même ni chaud ni froid. D'accord. Je trouve que là, le coup de crayon de l'arc ne porte pas assez le potentiel de cet univers. En fait, c'est très froid, quoi. C'est des militaires et des mecs en cuir avec des épées. C'est pas très inspiré, à mon sens. Si vous voulez commencer, Greg Rucka, commencez plutôt par Batwoman, par Gotham Central, par Queen and Country, ou bien sûr, Stumptown, c'est très bien, tu vois, c'est un bon petit polar et tout. J'avoue que je trouve qu'il est pas très fort en science-fiction, paradoxalement. Et, parce que, tu sais, ça sortait quand même à l'époque de Saga, tu vois. Et à l'époque de Law, à l'époque de... Ça fait partie de ces titres des années 2012, ouais. Ou de Descender, etc. Donc, là, en comparaison esthétique, enfin, au niveau de l'imaginaire, c'est très pauvre, je trouve. C'est plus film d'action à la John Wick, en fait, que vraiment... Avant John Wick, quoi. Avant John Wick, quoi. Donc, bref, après, tant mieux pour ceux qui aiment bien. Attention, je dis pas que c'est pas bien, c'est juste pas ma tasse de thé, quoi. Allez. Et dernière annonce comics, c'est les retrouvailles une nouvelle fois de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Justement, tu parlais de Descender juste avant. Les deux compères ont livré il y a pas si longtemps une mini-série Robin et Batman qui s'intéressait à la relation entre Batman et Dick Grayson. Et ben ils remettent le couvert, mais avec le deuxième, ce sera Robin et Batman Jason Todd, et donc ça parlera de
Jason Todd. Ah, t'as fait des études, toi. T'as vu? Mais attends. T'es trop Bac plus 4, hein, t'es trop intelligent. Après, j'ai pas un doctorat aussi élogieux que le tien. C'est sûr, mais bon. Docteur, Kikou. Oui, c'est moi. Bah, en fait, on en parlait quand il avait évoqué ce projet-là sur son Substack à lui. Et on est quand même très cons tous les deux parce qu'on s'était dit, bah, comment tu veux faire suite à Robin et Batman? La série, elle est terminée. À la fin, Robin, il va dans les Teen Titans et tout. Et effectivement, on avait oublié qu'il y avait en fait un autre Robin. Même plusieurs. Il y en a même Robin. plein eu d'autres et qu'en fait, tu peux faire ça avec, 4-5 fois, quoi. Ouais, tu peux faire Robin, facilement. tu peux faire 5 Robin et Batman. Mm. Même Robin et Batgirl, si tu veux. Mais donc, du coup, oui, pardon, c'est toujours un peu rigolo puisque. Batgirl et Batman plutôt. Mais... J'ai dit Batgirl et Robin? Ouais. Ah, pardon. Oui, bah, voilà, tu m'as compris. C'est juste plutôt rigolo puisque chez Jeff Lemire il y a toujours cette espèce d'obsession pour la parentalité, le regard que les enfants portent sur le monde des adultes et inversement, cette morosité. C'est quoi d'être papa? Voilà. Il en a conscience en plus, c'est ça qui est rigolo. Enfin, sans forcément le formuler comme ça, mais il en a conscience. Et donc du coup, effectivement, Batman et Robin sont deux personnages qui correspondent très bien à son style. Pareillement, Descender, Dustin Nguyen. Qui est un peu remonté en ce moment contre Marvel. Mais il avait fait, c'est pas lui qui avait fait l'île Gotham aussi, Nguyen? L'île Gotham, bien sûr, ouais. Oui, voilà. Avec Derek Fridolf, ça. Voilà, qui était un peu d'ailleurs une sorte, qui est canonique dans cet univers. Lisez l'île Gotham si c'est pas fait, parce que sinon vous allez mourir malheureux. C'est tellement bien. Ouais. Exactement. Mais donc, effectivement, ils aiment bien et Robin et Batman tous les deux. Il y a des choses à dire, hein, avec Jason Todd, qui, à mon sens, n'ont toujours pas été dites. En plus, c'est ça qui est un peu dommage. Beaucoup de gens ont essayé de saisir la particularité de cette relation, notamment notre ami Scott Lobdell, mais pas que. Geoff Jones a essayé aussi dans Three Jokers. Surtout que c'est une histoire. Non, mais en plus c'est par droit. Oui, mais voilà. Je baille. Il est fatigué. En même temps, non, mais que c'est intéressant parce qu'à la base il est présenté comme, enfin, ses premières origines sont un peu lambda parce que c'est aussi le fils d'acrobate, sauf que qui sont tués par des criminels de Gotham, et c'est après en fait qu'elles vont être remodifiées pour en faire donc ce fameux gamin qui pique les roues de la Batmobile, et qui est un peu voyou, qui a du mal à se canaliser, qui est impulsif, qui a plein de colère et tout ça. Donc j'imagine que eux ils vont quand même aller explorer plutôt cette version là des origines. Ouais, c'est ça, mais justement ça, généralement ça a souvent été fait de manière assez vulgaire, je trouve, parce que c'est compliqué à écrire la crise d'adolescence. En fait, même généralement les ados, c'est un problème qu'on a souvent quand on en parle dans la fiction, c'est compliqué de ne pas écrire un ado rebelle qui n'est pas tête à claque. Et ça, il faut vraiment beaucoup de talent et de comprendre comment ça se plume dans le cerveau d'un gamin pour réussir à y arriver. J'ai confiance en Jeff Lemire pour y arriver parfaitement, parce que c'est l'un des auteurs qui écrit le mieux, enfin mainstream évidemment, on va me citer toute une qualité de production de romans graphiques jeunesse qui font ça très bien, je n'en doute pas, mais dans les comics mainstream, Jeff Lemire c'est quand même l'un de ceux qui a le mieux écrit et l'enfance et l'adolescence et l'âge adulte. Puisque c'est un peu tout le cœur de sa bibliographie, les relations interpersonnelles au sein d'une famille, à travers le deuil, à travers le super-héros, à travers tout et rien. Donc très cool, et puis c'est toujours stylé de les avoir tous les deux, quoi. Ouais, c'est clair. Quand même eu un duo qui dure et qui a fait que des bonnes choses. Ouais, pour l'instant. Et ça ne risque pas, je pense pas que ça va s'arrêter. Oiseau de mauvais augure. Oui, c'est vrai, c'est moi. Ensuite, Corentin, on passe du côté des écrans. Petite partie, il y a quelques petits trucs à dire quand même. Il y a une nouvelle relance pour les Power Rangers chez Disney+. Ouais. Un projet qui avait été débuté il y a quelques temps et finalement il y a 6 ans, il y a même 7 ans. Mais le temps passe vite. C'est vrai. Et la vie court. Et après, c'est fini. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi ils relancent encore? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'a priori, ce que ont proposé l'équipe créative précédente c'était de la merde. Je pense pas que c'était de la merde, parce que l'équipe créative qui avait été choisie était quand même de bonne facture. Oui. C'était Jonathan Entwistle qui dirigeait un peu le projet, qui était le créateur de la série ou du film, je ne sais plus, The End of the Fucking World sur Netflix, et qui avait aussi fait I Am Not Okay With This avec la petite nénette de ça, enfin des films ça de Stephen King là, de Andy Muschietti. Lilith quelque chose, je sais plus, enfin bref. Série très très choupinette, sans problème. À côté, voilà, il y avait Brian Edward Hill, l'écriture d'un projet de film, parce qu'au départ en fait, si tu veux, Hasbro avait été voir Netflix et il leur avait dit on veut un univers partagé comme Marvel Studios, comme ils avaient fait avec Mark Millar. Parce que je sais pas pourquoi, mais voilà.
J'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Donc du coup, ils ont été prendre Brian Hill, qui est un scénariste de télévision et de cinéma, mais aussi un auteur de comics régulier. Qui sait faire des beaux comics. Actuellement sur Ultimate Black Panther, qui a fait Chariot, qui a fait du Blade, American Carnage, etc. Donc très bon, voilà, une bonne équipe créative. Et Jenny Klein aussi, qu'ils avaient pris pour écrire la série Power Rangers de Netflix. Qui elle avait fait des bonnes choses aussi. De tête, je vais pas m'en rappeler, mais enfin de toute façon ça n'a pas d'importance puisque ce projet-là n'aura pas lieu. Et quand en fait ils ont déposé un peu leur premier script, Hasbro leur a dit on va pas aller dans cette direction-là. Peut-être parce que comprenant que c'était un peu ambitieux, un peu cher, parce que Netflix ne sort pas de films au cinéma, hein, on se rappelle. Les prods Netflix les plus chers, bah ça doit être des films comme celui de Zack Snyder là, dont le nom va pas me revenir. Arnaud. Les films de Zack Snyder, là, pourris. Attends. Non, mais tu sais, le truc de science-fiction, mi-samouraï, mi-Jedi, mi-Dune, mi-Star Wars et tout. Ah, Rebel Moon. Merci, voilà. Ça doit être ces films-là, tu vois, les plus chers de Netflix. Ou alors, c'est des très grosses prods de réal qui coûtent très cher et qui rapportent pas un rond, mais lancer une franchise Power Rangers, c'est lancer vraiment un truc qui, potentiellement, si on le fait au sérieux, peut coûter assez cher. Bah ouais. Surtout quand t'as des monstres en face à... Voilà. Tout en forcément n'étant pas aussi fédérateur, puisque Power Rangers, ça plaît à une génération, mais il y a aussi une génération qui a grandi et qui a oublié Power Rangers en associant ça à un truc plus débile, plus tartignol et tout. Donc, je sais pas exactement ce qui a coincé, mais je pense que ça doit se tenir à cet enjeu-là, en fait. C'est est-ce qu'on veut faire du Power Rangers sérieux au sens une série dramatique, adolescente, à la End of the Fucking World, ou bien une série blockbuster action à la Brian Edward Hill, ou est-ce qu'on veut en fait justement à l'inverse retomber dans en fait le côté plutôt adolescent façon Power Rangers en fait, puisque Power Rangers au départ c'est quand même un truc qui se destine aux enfants. Dean Israelite avait essayé d'en faire un truc justement plus morose, un peu plus avec des ados à problème, etc. Ça avait pas plu. Donc je pense qu'ils ont fini par se dire il faut qu'on revoie notre copie. Et donc, ils ont été voir les mecs qui ont fait récemment la série Percy Jackson pour Disney+. Et qui s'appelle Dan Schotz et Jonathan... non, ça c'est Jonathan Twistle. Et Jonathan E. Steinberg. Ou Steinberg, je sais pas comment ils prononcent ça. Donc, c'est les mecs qui... Alors, ils ont fait effectivement la série Percy Jackson qui apparemment est pas trop mal. Moi, j'avoue, enfin, le peu que j'ai vu que Percy Jackson, c'était les films. Enfin, c'était le film, j'en ai vu qu'un. Et c'était voilà, c'était pas bien. Du coup, j'avais pas forcément envie de regarder la série, mais des retours que j'ai, c'est plutôt pas mal. Puisque c'est pareil, hein, c'est fiction pour ados, un peu young adult Ils ont fait aussi la série Jericho. Oh ouais, Jericho, c'est vieux ça. Ils ont co-créé la série de Jericho. C'était quand il y avait eu l'apocalypse nucléaire là. J'ai pas vu, je te crois, mais c'était ça. Non, c'était pas mal, je crois. Ouais. De mémoire. Ils ont fait aussi l'adaptation de Human Target, basée sur le personnage d'essai du même nom. Ça existe. C'est vrai que ça existait. Adaptation partielle et qui apparemment est pas mal non plus. Et surtout, ils ont fait Black Sails, série de pirates. Si Constance ou République nous écoutent, n'hésitez pas à vous signaler dans les commentaires. On leur fait un big up. Voilà, c'est pour vous les fans de piraterie. Mais apparemment, pareil, très très grosse série, super progressisto, badass. Avant l'heure en plus. Ouais. Donc voilà, c'est eux qui vont écrire la série. J'ai envie de dire tant mieux, c'est des vétérans. Ils ont créé beaucoup de produits qui a priori, en tout cas, ont marqué leur époque pour le monde de la télévision. Et là, l'idée n'est plus d'aller sur Netflix, mais sur Disney+. Et Disney+, bon, c'est pareil, c'est un peu la plateforme de la famille. Il y a des prods Hulu et FX qui sont pour adultes, attention, hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a Daredevil Born Again, un peu moins bon le dernier épisode là d'ailleurs, je suis un peu agacé. Mais le 5-6 là, pas terrible. Le 5 surtout. Ah, le 5 il est horrible. Et même le 6, la photo est dégueu, bref, peu importe. Mais donc voilà, c'est assez logique que les Power Rangers finissent là-dessus, puisqu'il y a déjà une grosse offre pour enfants. Et une grosse offre, le fait ne serait-ce que voilà, Percy Jackson qui est sur Disney+, c'est pas un hasard. Donc ouais, je demande à voir. Moi, j'ai toujours envie de me laisser convaincre par les Power Rangers. À leur place, j'aurais plutôt justement essayé de trouver une inspiration dans ce qu'a fait Hideaki Anno sur Shin Kamen Rider et Shin Ultraman, qui sont deux putains de bangers que vous devez voir si vous ne les avez pas encore vus. Parce que même si vous n'aimez pas Ultraman et Kamen Rider, ça déchire. C'est comme ça. Et voilà, un truc peut-être plus politique, plus vénère. Mais c'est moi, hein, je suis un élitiste qui aime bien les trucs politiques et vénères. Donc malheureusement, on n'aura pas ça. Imagine Hideaki Anno qui fait Ultra Méga. Franchement, on graille, frère. Mais du coup, ouais, c'est cool.
en tout cas pour les Power Rangers, puisque ça prouve que Hasbro a envie de réfléchir et de faire le meilleur produit possible. Et que, de toute façon, par contre, il faut renoncer au fait qu'on n'aura plus les Sentai comme avant, avec le juste au corps. Non, mais parce que ça appartient à une autre époque aussi. Hein. C'est vrai. Ça a fait partie de mon passé. Voilà. Et il faut laisser partir le passé. C'est beau. Oui. Du côté des écrans également, juste 2 petites annonces jeux vidéo. Moi, je suis content. Il y a I Hate This Place, qui est un comics de Kyle Starks, qui est adapté en jeu vidéo par Bloober Team, qui est notamment l'équipe qui a fait. Enfin, ils ont un nouveau studio interne, Bloober Team, ceux qui viennent de faire le remake de Silent Hill 2. Mais en gros, ils ont une nouvelle division qui développe un jeu donc qui adapte I Hate This Place, qui s'appelle aussi Fuck This Place. Exactement. C'est le vrai nom de la série. C'est le vrai nom de la série. Puis ça, je me rappelle qu'ils avaient fait ce délire de on change le titre et on vous propose. Parce que c'est les États-Unis, on met pas fuck sur une couverture, c'est interdit. T'imagines si un enfant voit le mot fuck et s'évanouit. Après, il passera 12 ans en hôpital psychiatrique. Ouais, c'est vrai, c'est dangereux. Et alors, il pourra tuer des gens s'il voit le mot fuck. Mais donc, dans l'histoire de. Comme s'il voit des seins. T'imagines? Mais l'enfant, après, il va tuer des gens dans la rue. Oui. C'est interdit. D'ailleurs, tu sais que maintenant, tu peux voir des seins sur Facebook. Parce qu'ils ont. Après, est-ce que c'est pas de l'IA tracking qui t'a repéré toi précisément? Non, parce mais. Que moi, sur Facebook, j'ai aucune pub de cul, hein. Bah, après, moi, je suis un mec blanc, cis, vaguement. Oui, c'est vrai que t'es le client idéal. Je suis, voilà, c'est ciblage un peu nul, quoi. Après, moi, j'ai pas de pub sur Facebook, en fait, je suis en train de me dire. Ah bon? J'y passe quasiment jamais, tu sais, à part pour faire les partages d'articles. Ouais, mais c'est peut-être pour ça. Là. Mais bref. Non, mais c'est juste qu'en fait, il y a plus de modérateur et tout ça. Donc, en fait, ça permet à certains types de contenus maintenant d'apparaître et de plus être éjecté, quoi, en fait, tout simplement. Trop bien. Voilà. Merci. Ouais. Merci. Et donc, ce que je disais, I Hate This Place à la base, donc c'est un comics donc de Kyle Starks et Artyom Topilin qui a été publié entre 2022 et 2023. Qui est très sympa. On suit un jeune couple, c'est de 2 femmes, Gabi et Gertrude, qui viennent de s'installer dans un chalet perdu au fond des bois parce qu'en fait, Gabi vient d'hériter de ce chalet. Et sauf que arrivé sur place, ça part en couille complètement. Il y a des monstres dans tous les sens, des extraterrestres, une espèce de d'homme avec des bois qui se baladent, le Horned Man, l'homme cornu, voilà, et ça va vraiment dans toutes les directions de l'horreur possible. C'est très foutraque, mais c'est très très joyeux. Hein? C'est très Kyle Starks, hein. Kyle Starks, il aime bien, il tartine, quoi. Et donc là, en fait, l'idée, c'est pas de reprendre Gabi ou Gertrude, c'est d'avoir un autre personnage qui s'appelle Elena, mais l'idée, c'est un peu la même chose, c'est, parce que c'est présenté comme un peu comme une forme de survival en monde ouvert, où j'imagine qu'il faudra passer d'un chalet à un autre, tout en survivant contre des attaques de monstres, tous plus pas possibles les uns que les autres. Oui, parce que dans le comics, il y a une propale de jeux vidéo, en fait. C'est quand elles arrivent, elles trouvent une VHS. Ça, c'est tellement vieux film d'horreur et tout. Où en fait c'est la personne qui leur a confié la maison, donc la tante je crois de Gabi, qui lui dit nous en fait on a hérité de la maison aussi, en fait on peut pas se barrer parce que si on se barre les monstres nous suivent partout, donc il faut rester. Et parce qu'il y a que dans le chalet que vous êtes à l'abri. Voilà, il faut suivre des règles, donc touchez pas les fantômes, etc. Faut pas aller dans les bois. Donc c'est déjà très jeu vidéo dès l'intro en fait. Ouais, c'est effectivement sûr. Ça colle bien à un concept de jeu d'horreur. Et surtout que ce sera du coup en vue du dessus, un peu en 3D isométrique. Okay. Ça fait très penser à un jeu, je sais pas si tu l'avais fait, qui s'appelle Dead Nation, qui était super chouette. J'ai pas eu ce plaisir. Gros jeu fallait survivre à des attaques de zombies, pareil en action en 3D isométrique, qui pouvait se jouer en coop aussi, qui était vraiment super fan, et ça a l'air d'être complètement ça. Après la 3D iso, c'est tout le survival horror des débuts même. Avec une Resident Evil, mon ami. C'est pas comme non, parce que c'est pas que Resident Evil, c'est avec des décors précalculés, donc c'est pas pareil. Là c'est pas la même genre. Non, c'est pas le même type. Tu penses à quoi du coup quand tu dis 3D iso, toi? Non, mais justement à Dead Nation qui est un peu plus. J'y ai pas joué, trouve un autre exemple. Il est chiant, lui. Et tu vois bien Dead Nation? Mais non, je vois pas Dead Nation. En tout cas, c'est pas comme Resident Evil dans les premiers du nom, parce que. Moi un autre exemple. C'est chiant là. Oui. Je sais pas, j'ai pas d'autres exemples là. Alors Diablo? Ouais, plutôt, ouais, à la limite. Ok. Dans ce délire là, ouais, je dirais. Mais donc, ça reprend un peu la DA des comics, en tout cas vu que c'est du cel shading, il y a ce côté, en plus c'est très néon fluo et tout ça, un peu ambiance 80s, j'imagine que ce sera accompagné avec de la synthwave et des trucs, voilà, ça a l'air vraiment plutôt sympa. Ça sortira en 2025, ils viennent de l'annoncer, et ouais, moi je suis plutôt curieux. Ouais, moi aussi, j'ai pas de console pour jouer au remake de Silent Hill 2 malheureusement.
Parce qu'il est exclu PS5 dans mon souvenir. Bah, t'attendras que j'ai une PS6 et que je te revende ma PS5. Ouais, quoi. mais tu sais, moi, c'est une saga que je porte dans mon cœur, la saga de Silent Hill, et je suis un peu frustré qu'il n'ait pas pensé à la rendre compatible sur PS4. Car maintenant, bon, mon cœur saigne. Ceci dit, je peux jouer au remake de Resident Evil grâce au Switch Online sur Switch en cloud gaming. Et ça marche bien. Ça marche, ouais. Il faut une bonne connexion, par contre. Ouais, c'est ça. Ça marche bien, ouais. J'ai pas de lag pour le coup. Le cloud gaming, ouais, si t'as pas un très très bon réseau, c'est un peu compliqué. Ouais, mais c'est vrai que. Je suis à 30 mégasecondes, donc ça va. Non, mais ça m'avait impressionné parce que quand j'avais dû tester à l'époque, bon, c'était il y a 2-3 ans maintenant, le jeu Gardien de la Galaxie. Ouais. En fait, c'était à l'époque où j'avais encore mon PC portable, que je crois que Océane a oui, on toujours. rachète tout, ouais. Arnaud, c'est le ferrailleur, hein. Et non, mais voilà, qui a un PC qui est un PC ultra portable, qui avait zéro carte graphique et tout ça, quoi. Tu peux pas jouer du tout avec. Et en fait, ouais, effectivement, il nous a fait passer le test par du cloud gaming. C'était la première fois que je testais comme ça. Et ouais, ça m'avait fait bluffer, quoi. Parce que du coup, tu pouvais vraiment tester un jeu qui était sorti ensuite sur PS5. Ouais, sur un PC qui a pas du tout les specs pour ça, quoi. Chemin, Donc c'est sûr. Moi, quand j'avais découvert le cloud gaming, c'était à l'époque de OnLive, vers 2012, je crois. C'était avec Assassin's Creed Brotherhood. Et mon gars, comment c'était. À l'époque, on n'avait pas les chiffres qu'on a aujourd'hui. C'était juste pour faire 3 mètres, t'avais frame 1, frame 3, frame 7. Non, c'est pour ça. Maintenant, c'est vraiment performant, quoi. Ah, carrément. Donc, autre jeu vidéo qui arrive aussi, et ça fait plutôt plaisir à Corentin, c'est Marvel Cosmic Action. Parce que, en gros, c'est un peu le Streets of Rage de Marvel, quoi. Parce que c'est Dotemu qui a donc fait le jeu TMNT Shredder's Revenge. Qui a la licence Marvel pour pouvoir faire donc ce jeu Marvel Cosmic Invasion. Bah ouais, mais c'est pas la première. Je veux dire, il y a déjà eu des beat'em all classiques au sens justement Streets of Rage, Final Fight, Streets of Fire, non The Burning Fight, pardon, ou j'ai oublié le nom, Mutant Apocalypse, je crois sur Neo Geo, où tu sais en fait t'es sur un plan horizontal dans un side scrolling. Mais t'as une profondeur pour faire du haut-bas, un peu comme ce merveilleux jeu qui est The Friends of Ringo Ishikawa. Si vous l'avez pas jouez-y, parce que c'est incroyable, et c'est pas cher. Mais du coup, ouais, ce qui est cool, c'est que effectivement, putain, le Punisher, mec, à l'époque Mega Drive Super NES, le jeu Punisher où tu peux avoir des flingues, où tu peux lancer des grenades, c'était un jeu génial. Pour un pur beat'em all classique à l'ancienne, extraordinaire, jouez au Punisher, si vous pouvez, parce que c'était génial. Mais là, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que si vous avez aimé, commander Mike Hagar, ramasser des tuyaux de fer pour taper sur la gueule de Punk et de Drag Queen dans les rues de Metro City. C'était pas très progressiste à l'époque. Vous allez kiffer ce jeu-là parce que c'est pareil en fait. Ça adapte. C'est quand même fou. Ça adapte Abnet et Lanning. Ça adapte la vague d'annihilation. Parce que donc d'où le nom. Hein. C'est la vague d'annihilation qui descend sur Terre, donc toutes les hordes de la zone négative commandées par Annihilus, et donc a priori Annihilus sera le boss de fin. Vous jouez l'un des différents héros de l'univers Marvel qui ont été prévus pour l'occasion, donc il y a Spider-Man, il y a Cap, il y a Storm, il y a qui d'autre? Il y a Wolverine, c'est sûr, ça évidemment qu'ils n'avaient pas oublié Wolverine. Il y a Phil Havel, et j'en oublie juste un, je crois. Pour l'instant, il y a que 6 persos jouables, mais on connaît un peu ce que fait Dotemu. Alors, Dotemu et Tribute Games, c'est évidemment la boîte à qui on doit. Dotemu tout seul. C'est à eux qu'on doit l'extraordinaire, le merveilleux, le formidable, le flamboyant, le mirifique, le stellaire, le cinégétique. Streets of Rage 4, voilà, le meilleur jeu de l'histoire de l'univers. Et avec Tribute Games, ils ont fait TMN, donc Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, qui était pareil, une reprise de Turtles in Time, on va dire, avec le gameplay de ces beat'em all classiques, une bande son géniale, beaucoup de combos, beaucoup de personnages, et un vrai suivi sur le temps long, puisqu'après ils avaient fait du coup 2 extensions / DLC pour ajouter des personnages comme Casey Jones, comme Usagi Yojimbo, rajouter des niveaux, rajouter des maps, rajouter des mods et tout. Donc là, a priori, on peut imaginer que c'est en fait le succès de TMNT qui a motivé Marvel Entertainment à s'associer à ce studio pour développer cette marque. Ils sont français d'ailleurs, Arnaud, il faudra les interviewer. Dotemu, ils sont à côté, ils sont pas loin. Arnaud. Arnaud. Oui. Voilà. Donc à monter ce concept-là, et en fait, ça s'inscrit vraiment dans cette époque où Marvel justement travaillait beaucoup avec Capcom pour faire des beat'em all et surtout pour faire les extraordinaires jeux de combat Marvel versus Capcom 1 et 2, puis 3, mais 3 c'était beaucoup plus tard, puisque c'est quasiment les sprites en fait de l'époque. Quand vous voyez les mouvements de Wolverine, il a quasiment les mouvements de combat qu'il avait dans ces jeux qui sont des jeux de malades mentaux. Pareil, bande son électro chiptune,
c'est coloré, c'est beau, c'est jouable en multijoueur évidemment. On va pouvoir se mettre sur la gueule comme des faisans, parce que les faisans aiment se mettre sur la gueule. Et moi qui suis un énorme fan de beat'em all, voilà, de Dragon's Crown jusqu'à tous les Streets of Rage. Ouais, le 3 pas forcément, mais parce qu'il est un peu claqué. C'est un genre que j'adore, Double Dragon Néon et tout. Enfin, c'est trop cool. Et on se rappelle d'ailleurs que aussi, parce que j'ai pas encore eu le temps de le tester, mais TMNT Shredder's Revenge avait aussi motivé un clone du côté des Power Rangers qui s'appelait Mighty Morphin Power Rangers Rita's Rewind. Shredder's Revenge, Rita's Rewind, copieur absolu, mais on kiffe quand même. Bah oui. Et c'est le grand retour des jeux de beat'em all façon arcade. Et voilà. N'hésitez pas, dotez-moi, ouais. Je suis prêt à vous faire de la publicité gratuitement si j'ai une copie gratuite en échange. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je suis corrompu, j'en ai rien à foutre. Très bien, Corentin. T'es content, toi? Ah oui, bah oui, moi je suis content, j'avais beaucoup aimé Shredder's Revenge. Faudrait que je me refasse une partie de temps en temps aussi. Faut tu m'as pas vendu ta version? Tu m'as pas vendu ta version? Non, enfin, je te l'avais passé. Ouais. Mais parce que moi, après, j'avais yanklisé sur la réédition collector avec les pins. Voilà. Parce que j'ai vraiment... Yankli, absolument. Il me fallait les pins. Bah oui. Et il faut les pièces aussi des comics. J'ai pas l'ouvre-boîte des Power Rangers. Ta gueule. Allez, Corentin, on termine du côté du cinéma. Bon, alors, est-ce que Marvel Studios sont toujours les rois du monde? Oui, puisqu'ils ont réussi à forcer 7 millions de personnes à regarder 5 heures des chaises vides avec des noms dessus. Moi, je pense que c'est quand même la seule conclusion qu'on peut tirer raisonnable en fait de l'annonce du casting d'Avengers Doomsday, c'est que si Marvel Studios veut que vous soyez leur pute, eh ben vous l'êtes encore, parce que ils vous font attendre pendant 5 heures juste pour regarder des putains de chaises alignées. Wow, voilà. Ouais. Moi je tiens à dire que je suis ni pute ni soumise. Exactement. Non, mais la formulation. Tranquillement au bar en train de boire des bières pendant qu'Océane m'envoyait en direct les messages. Oh putain, il y a lui. Oh putain, il y a lui. Ouais, que moi j'étais là tous les quarts d'heure à vérifier. Non, moi aussi heureusement je faisais autre chose, mais j'allais vérifier tous les quarts d'heure ce qui se passait. Quel enfer, C'était horrible. Mais voilà, mais au-delà de vocabulaire volontairement grossier que j'ai employé pour exprimer ce que je voulais dire, ça montre quand même que relativement, c'était grossier. Oui, non, c'était grossier. Non, mais voilà, c'est bon, des gros mots de temps en temps. L'important c'est que l'idée puisse s'imprimer. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment ils sont encore là. Enfin, quand on dit oui, la super-héros fantasy, c'est bon, Marvel, on en a marre. Non, les gars, en fait, quand ils vous donnent quelque chose qui vous intéresse, clairement, vous êtes là au rendez-vous. Et toutes les pages qui disent oui, c'est bon, c'est le MCU finito, t'inquiète pas qu'ils étaient là tous les 10 minutes à faire leur petit post éclaté pour dire oh là là, il y aura machin, oh là là, il y aura ci. C'est pareil pour le trailer, tu te souviens de Fantastic Four où il y avait un compte à rebours qui suivait un compte à rebours qui suivait un compte à rebours. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait ça aussi. Oui, c'est vrai. Alors là, si on veut retenir quand même des petites données. Ouais, bah enfin il y a les évidences, c'est-à-dire que on remet les Fantastic Four. T'as l'air saoulé. Bon, il y a les évidences, voilà. Non, mais parce qu'en plus, ce qui m'a saoulé encore plus, c'est les gens gros cerveaux qui ont tous fait des articles après pour dire il y aura d'autres annonces après. Tu fais no shit, Sherlock. Ah bon? Non, sérieux? Non, sérieusement. C'est pas vrai. Ah ouais. Et ton 3e chromosome 21, du coup, il fonctionne bien ou pas? Ça se passe? Non, mais c'est un truc vraiment, c'est un truc de fou, le péril médiatique de la pop culture, c'est vraiment infernal. Mais donc oui, les évidences, oui, forcément il y a les 4 fantastiques, oui, il y a les Thunderbolts en fait qui seront quasiment tous, je crois, tous de retour en plus, qui sauf Taskmaster. Ah bah ça c'est quand même bien bizarre. C'est bizarre. On se demande. Et pourtant Taskmaster c'est rigolo parce qu'elle est présente dans un plan de la bande annonce et après plus jamais. Après on la voit plus. Qu'est-ce qui pourrait bien lui arriver? En plus c'est un personnage que tout le monde aime bien, il va nous manquer. Oui, clairement, surtout Corentin. Fais voir. Mais ils feront le quoi. Mais donc bref, ils feront le vrai Taskmaster un jour. Donc avec Sentry qui sera effectivement dedans, donc en gros ça te spoil un peu sûrement le fait que tout le monde. Je veux pas dire, mais encore une fois, je tiens à répéter quand même les faits. Sentry, il fume Doctor Doom en 1 seconde et demie. Oui, mais ce sera le Sentry du MCU. Respectez votre propre échelle de puissance. Vous m'avez vendu Sentry, vous m'avez dit c'est le plus fort. Il a jamais rien servi, il a jamais rien fait depuis Siege. Rendez-moi le Sentry. Sinon, voilà, pas mal d'acteurs de Captain America Brave New World aussi. Tenoch Huerta. Accusé d'agression sexuelle.
mais pas, embauché mais- comme papa dans maman. mais pas Très condamné. mauvaise expression idiomatique. Pas condamné, Coco. Ouais, bah, et même c'est pas bien dommage. même pas en procès, et ça et c'est pas pour le défendre, mais on rappelle que les studios, tant qu'il y a pas de procès, en général, ils foutent rien, hein. Mais c'est normal, si on va pas écouter la justice des réseaux sociaux. Exactement. Puis, en plus, si tu peux pas faire appel. le hein, tribunal, on va faire appel, le quand même. tribunal médiatique, Corentin. Hein, voilà. Non, mais Les oui. sanctions provisoires, non. Donc non, mais effectivement, des acteurs de Black Panther, T'as écrit Wakanda. Anna Joe Kamen. T'as oublié un N après John Kamen. Ouais, on s'en branle. Si, je te le dis. Non, mais je veux dire qu'il y a effectivement aussi des personnages de Black Panther Wakanda Forever qui sont donc effectivement là, parce que t'as M'Baku aussi qui revient, donc Ouais. Duke Winston, t'as Letitia Wright, donc Shuri, et donc Namor. Donc là, les gens ils font ah oui, ça va être la storyline quand Namor et Susan Storm, et ben ils sortent ensemble, enfin ils ont une aventure, hein, machin. Bon, bah, il y aura peut-être une réplique à la con. Oui. Pour le côté c'est comme dans les comics, j'ai lu les comics. En plus, je suis ce mec en podcast. Bah bien sûr que tu l'as. Après, il y a Tom Hiddleston aussi, Oui, Tommy Hiddleston. Alors ça, par contre, c'était ma première vraie surprise. qui a dit vraiment j'en reviens plus, j'en ai marre. Enfin, j'en ai marre, mais c'est terminé et tout. Puis, Ouais, mais surtout tiens, avec la est-ce que tu veux conclusion. le chèque? Tu Non, veux le mais chèque surtout que la conclusion de Loki saison 2, techniquement, il est posé sur son arbre de là en tant que dieu des histoires, et c'est fini, quoi. Bah oui. Genre, reste-y. Ouais. Bah, tu sais, après, il est mort 3 fois, donc. Oui, c'est ça. Mais c'est ouf, quoi. Enfin, après, bon, moi, je l'aime bien, hein, Tom Ah Hiddleston. oui, mais carrément, moi, je serais content de le revoir. Donc, je suis pas mécontent. Et donc, les après, X-Men aussi. le gros du truc, c'est les fonds de tiroir, la benne à ordures, on va au cimetière et on déterre tout ce qu'on trouve. Ils ont pas encore tout déterré. Hein. Il Oh. n'y a pas encore Ben Affleck en Daredevil. Il manque des trucs, là. Mais ça, c'est pour Doomsday, pour Secret Wars. Pour Secret Wars, hein, je crois que j'ai déjà dit tel quel dans ce podcast, c'est n'importe qui a mis le bout de son orteil dans un truc avec marqué Marvel dessus, ça sera dans le film, quoi. Jacques Berlanti, il avait fait le premier. Tant qu'il est encore en vie, sauf les morts. Voilà. Les seuls qui auront... Oh, et encore, pas, hein, et encore, ouais. Parce que là, j'ai fait un article... Stanley, on sait jamais. En vrai, j'ai fait un article de 1er avril. Moi, j'y suis allé très humour froid, parce qu'en Ouais. vrai, il y a quand même beaucoup de chances que ça arrive quand même. Moi, je les vois même bien ramener genre Edward Norton ou des trucs comme ça qui ont été recastés. Avec le côté le multivers. Juste pour le lol. Juste pour la bien vanne, sûr. tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Donc là, on avait dit. Donc on a dit qu'il y avait aussi Shang-Chi. Ah, il y a Channing Tatum. Oui, ça m'a fait marrer aussi. Ça, je suis content. tu Ouais. vois, parce que j'ai l'impression que du coup, le succès Deadpool et Wolverine a peut-être l'aidé finalement. Oui, Forcé. par contre, mais pour par contre, ramener voilà ce putain ça. de- Non, mais parce qu'effectivement, à part Channing Tatum, c'est vrai qu'ils ramènent donc Patrick Stewart et Ian McKellen en espérant qu'ils survivent au tournage, donc qui ont été Xavier et Magneto Oh, c'est mort. des tout premiers. Bah non, mais ils sont vieux, quoi. Ian McKellen, il est très vieux. Très très vieux. Et Patrick Stewart aussi, il est bien vieux. Il est très très vieux. Bah oui, Ouais, très, très quand vieux. même. Très bien, je te crois. Mais donc, mais tu sais que même celui qui jouait Beast. Oui. Ah, comment il s'appelle Lui. Voilà. Et là, les gens ont la réponse. Kelsey Grammer. Ouais, lui aussi, en vrai, il est vieux. Bah ouais. Quand tu regardes sa page Du coup, il IMDb. y aura pas Nicolas Hoult. Ils vont pas faire la rencontre des anciens. Et des... Non, après, c'est vraiment la première génération, parce qu'on Dommage. aura donc Alan Cumming qui jouait Nightcrawler, donc Diablo, Rebecca Romijn qui faisait Mystique, James Marsden qui était Cyclope. Mais le fait qu'il y ait Channing Tatum en Gambit, pour moi, ça veut dire que on va retourner dans le Void, en fait. Bah oui. Dans le Void de Deadpool et Wolverine, et qu'en fait, c'est Oui. là qu'ils vont aller rechercher tous les vieux X-Men Soit ça. au côté, tu vois. Bah, je sais pas. Et c'est pas très excitant de se dire on va retourner dans ce Void Je sais pas, là. parce que techniquement, oui, le Void il existe, mais depuis Loki saison 1, il y a bien un multivers. Est-ce que le délire ce serait que Doom, en fait, il essaie de devenir le maître du Void, N'importe et que c'est là-dedans en fait que les Fantastic Four Mais et non. les héros de la Terre 616 vont se retrouver, Mais non. et que en plus, vu que c'était là-dedans qu'il y avait le numéro Secret Wars qui apparaissait, en fait le Battle World ce sera le Void juste réarrangé. Ouais, pas du tout. Non, Mais où est-ce que tu vas bah je trouve le truc le plus nul Oui. que je puisse Ah bah inventer. ça c'est nul, mais. Bah ouais, mais en même temps c'est Marvel Ouah, Studios, hein. Ouais. Hmm. Non. 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 Eh ben on verra. Non, je sais pas. En revanche, il y a un absent Griffu. Oui, il y a pas, mais c'est parce que, mais Et Pas- il va y être. il y a 12 000 absents. Et Chris Pratt, il y sera aussi. Voilà, il y a 12 000 absents, mais à l'évidence, il y a Tu vas plein. avoir ils vont refaire la scène des portails, sauf que ça là sur les portails du multivers tout entier. Donc, ce sera pas pareil. Et là, tu vas voir Tobey Maguire. Il va arriver avec un sachet de nuggets. Mais en costume civil, hein. En mode genre, hey guys. je sais pas, Tu vas ouais. voir James Franco. Il Mais va après, dire, moi c'est non plus, plus- je vais te c'est penser. Je vais te En fait, penser non de plus. toute c'est bon. façon, les films sont tournés en 2 à 2, là, je sais En pas comment dire, back-to-back. en back-to-back. Et
Donc tout va fuiter. On sait, Non, voilà, mais ils on ont sait... réussi à garder secret. Charlie Cox, c'est pas à l'époque du. Oui, c'est vrai. Non, mais ils savent garder des secrets, mais oui, bien sûr, le, Blade, on savait pas, le casting n'est pour pas pour les Wolverine. voilà, le casting n'est pas complètement complet, c'est un peu nul, mais il n'est pas complet. Il y aura, à l'évidence, il y aura d'autres annonces. Ils vont encore nous faire patienter 6 heures sur des chaises vides. Et il y aura aussi des choses juste qui ne seront pas dites parce qu'en même temps, les gens disent, ah, quoi, c'est tout, mais il manque ci, mais il manque ça. Et t'as envie de dire, mais les gars, si C'est fou, hein, si vous avez tout déballé, vous aurez fait, ah, mais il n'y a plus de surprise. Non, mais surtout, c'est fou que les gens croient que ça, enfin, vous savez comment ça, quand même, les gars, enfin, 25-30 films, là, quand vous avez été voir, Infinity War et Endgame, vous avez eu des surprises. Donc, vous vous doutez bien que cette liste de casting, il n'y a pas tout le monde. Enfin, faut pas être con. Enfin, je sais pas. Bah ouais. Du coup, ouais, après, moi, j'avoue que ça m'en touche une sans forcément frôler l'autre. Dans le sens où, je pense que ces films seront régalades. Parce que je vais pas non plus bouder mon plaisir. Moi, j'ai bien aimé Infinity War et Endgame. Mais moi, je sais pas, parce que, ouais, mais le truc, c'est que Infinity War, il me plaît un peu. En tout cas, il me plaisait dans Deadpool et Wolverine, plus que dans No Way Home. Infinity War, t'avais justement la quête des pierres de l'infini et t'avais des bribes qui étaient essaimées à droite à gauche. Là, en fait, on va te sortir un film Avengers, mais il y a eu zéro build-up là-dessus, quoi. Il n'y a pas eu de build-up pour te dire c'est logique, en fait, Certes. on va ramener les Avengers. Et donc, Oui. je veux bien qu'on puisse trouver notre plaisir à voir tout le monde réuni, mais ça a fait super artificiel, en fait. Tu as raison. Néanmoins, je pense que moi, je suis en capacité de projeter mon amour des comics dans ce genre de truc pour gommer un peu. Tu vois, dans Infinity War et Endgame, Doctor Strange, il est là. Et on l'a souvent dit dans ces podcasts, on n'a pas eu de vrai deuxième film Doctor Strange où ça devient le sorcier suprême, tu vois. On n'a pas eu l'essemencement, comme tu dirais, du côté Strange, il est important parce que c'est le sorcereur suprême. À la fin du 1, on le quitte, il vient à peine d'apprendre la magie. Et au final, mon cerveau a parfaitement dit, bah oui, c'est Strange, c'est le sorcier suprême, enfin, c'est normal, t'es con. Et du coup, ça me dérangeait pas plus que ça. En vrai, je sais pas, moi, les Russo, ils ont une façon, en fait, un peu Power Rangers, pour le coup, de faire en sorte que t'aies un peu une sorte de connexion à ton débile intérieur, qui accepte et qui fait, oh, le popcorn, il est bon, cram. Et là, tu vois, ça va être la fiesta. Bah, tu vois, quand ils vont mettre le Red Richards de The Multiverse of Madness, là, Jim de The Office, devant Pedro Pascal et qui vont dire, t'as une tête différente. Il a été ficelé. Autre multivers, une version. Ils vont pas le refaire. Il y a une autre version de l'univers où il a cette gueule-là, voilà. Mais ils vont pas le refaire, ça. Ou alors quand tu vas avoir Edward Norton qui va faire un check à Ruffalo en mode genre, problème de colère, moi aussi. Et tu vois, moi je sais pas, je pense que ça va être la fin dans ma tête. Par contre, ça va vraiment être la fin de l'univers Marvel Studios. Où je vais me dire, voilà, c'est bon, on a eu le générique de fin, on a eu le bouquet final, on peut s'arrêter là et commencer un nouveau chapitre de nos vies avec James Gunn. Et en ce sens, si tu veux, le côté un peu ce sera un peu le fête à la saucisse, réunion de famille, ça me dérange pas. Le Marvel Studios, c'est vraiment le diptyque, c'est le diptyque Marvel Studios pour mettre fin à Marvel Studios, en fait, quoi. Bah, par contre, une fois que t'as fait celui-là, je vois. Enfin, il faut faire que de la nouveauté derrière. Bah, tu fais la tu fais la Mutant Saga. Ouais. C'est de toute façon, c'est l'hypothèse que tout le monde met parce que c'est la seule évidence, quoi. Tu recrées une franchise X-Men. Bah, il y aurait d'autres évidences, mais bon, ils ont eu le temps de le faire, ils l'ont pas fait. C'est les Young Avengers. Alors après, il y a d'autres évidences. Tu vois. La trilogie de Jeff the Land Shark. Évidemment. La canonisation de l'univers Spider-Man pour de vrai. Chez Marvel, ce qui n'arrivera jamais. Un vrai univers. Parce qu'il faudrait que Disney rachète Sony et c'est pas possible au niveau financier. Non, je sais pas. Après, ceci étant, imagine, il ferait des vrais films Spider-Man. Voilà, en fait. Non, mais c'est pas loin de ce que j'allais dire. Moi, j'allais dire, en fait, le renouvellement, ça pourrait être de faire des bons films. Mais en général, tu vois, pas juste Spider-Man. C'est un peu dur, quand même. Non. Bah, Captain America, mec, on a été le voir. Hein, oui, non, mais ils ont eu quelques bons films de temps à autre, quoi. Ouais, bah, mais un sur 3, quoi. Mais, Guardian, c'était il y a pas si longtemps. Le troisième avant, c'était 1 sur 3. Et Deadpool et Wolverine, c'était marrant, quoi. C'était sympathique. C'était marrant. Je défendrais pas ce film sur mon lit de mort. Non, je le défendrais devant les gens qui disent que c'était pas sympathique. Je dirais si, c'était sympathique. Ce serait ma seule défense. Allez. Mais justement, du côté de Spider-Man. Attends, une question, pardon. Oui. Est-ce qu'ils vont foutre Mahershala Ali en Blade? Est-ce qu'ils vont foutre Mahershala Ali en Blade dans ce film? Dans Doomsday? Ouais. Non. Dans une Secret Wars? Non. Est-ce que ce serait pas genre la disquette, 2 disquettes, pour enterrer les disquettes? Non, on fera jamais le film Blade. Ils feront pas voilà ça. Blade. Point. Non, je pense qu'il y a pas du tout. Je pense que pas du tout. Ce serait humiliant pour. Même sans Wesley Snipes. Non, mais ils ont laissé Reynolds l'embaucher. Non, mais au pire, ils remettent Wesley Snipes parce que si c'est dans le Void, il y a toujours ce Blade. Il est pas mort, je crois, dans Deadpool Wolverine. Non, je sais plus. Mais. Non.
Il est pas mort. Non. Et au pire, tu le laisses là-dedans parce que tu retournes dans le void, donc tu peux, Il y a Gambit. et t'auras Deadpool. En vrai, ça peut être délire parce que t'auras une séquence dans le void. Donc, Mais, par contre, je crois pas qu'il y aura une séquence dans le void. Hein. bah, c'est sûr, il y a Gambit. Ouais, en plus, il y a Loki. Il y a les X-Men de la Fox, les X-Men de la Fox. Enfin, rappelle-toi, je me rappelle ça plus. marche pas. La TVA, ça c'est- existe plus vraiment. C'est quoi la conclusion finale de... Si, parce que le void, il existe toujours à la fin de Deadpool et Wolverine, donc il n'y a pas de raison que les héros qui y étaient soient ressortis. Hein. Donc t'auras les X-Men, les vieux X-Men, là, croulants, là, les vieux, là, ils sont J'ai là, pas envie, quoi. moi, de ça. Hein. Bah, mais c'est ce qui va arriver, frérot. Je suis pas sûr. Ah, Moi, je pense time runs out. Collision de réalité. non, pas du tout. Mais pas du tout. pas du tout. Il a dit Ils vont ça reprendre- avec une Mais en plus, Pas du tout. mais en plus le void, en plus ils vont faire. Regardez, c'est l'élément que vous avez bien aimé dans votre film à $1 milliard. Et ben on va vous le remettre. Il y a pas Deadpool en plus. Ouais, pour l'instant non, Alors non. il faut savoir pourquoi Thor pleurait. Ah ouais, effectivement. Ils sont obligés de le canoniser, ça. Hein, j'en ai rien à foutre. Mais après, il faut le canoniser. C'est vrai. Bref, Corentin, on termine avec la partie cinéma. Donc bon, une bonne nouvelle. Il va falloir être patient, mais Beyond the Spider-Verse arrive en juin 2027. Donc c'est un peu loin, mais Ouais, on est plus ou moins parié là-dessus. tout vient à point qui sait attendre. Moi, j'avais dit 2027. Il me semble oui, que c'est un truc dans ces horizons-là. Et tant Par contre, c'est vrai que ça fait longuet pour un tout par terre quand même. Hein. On a vraiment. mais c'est plus c'est plus plus un tout par terre de toute façon. C'est plus un tout par terre, mais le deuxième finissait sur un cliff. Oui, Beaucoup d'anglicisme. oui, tout à fait. Sur un cliff. Le dernier se terminait sur une fin ouverte abrupte. Et c'est un peu. Bah, ça rude, quand appelait à même, une hein. suite. C'est simplement une suite, quoi. Je me demande si le scandale des crunchs a pas en fait été l'élément. Il y a sûrement de ça. Je pense que déterminant. ils prennent plus de temps, effectivement. Je pense, ouais. Mais en Après, même temps, tant moi, mieux. je préfère. Oui, non, mais pareil. Je Et préfère. sans IA, que sûrement ils l'ont Et dit. voilà, c'est ça. sans Et IA. il y a de ce qui a été montré apparemment à CinemaCon. Ils sont encore en train de proposer de nouvelles techniques et de nouvelles façons. Donc moi j'y suis. Hein, J'ai si c'est- aucune peur pour ce projet. Oh là non, ça va être Tout dingo, déchirer. de chez dingo. Ce Et sera l'année où il y aura The Batman 2 aussi. ouais, potentiellement. Ouais. On va bien, ça va Et bien. Secret Wars. Du coup, ça va être Et la présidentielle française. celle à laquelle Marine ne peut pas se présenter. oui. Mince. Elle sera occupée à lire Judge Dredd. Elle aura Final Forest, c'était vachement bien. Dis donc, j'ai bien aimé, moi. Pas mal. Hein. Allez, Corentin. Donc, par contre, l'autre dernière annonce, c'est que le 4e film Spider-Man a un nom. Et quel nom? Spider-Man Brand New Day. Ouais. Et pourquoi est-ce que ça inquiète des gens? Brand New Day. Dans les comics, la période qui correspond à la fin du volume de John Michael Straczynski s'appelle One More Day. Si vous n'avez pas lu cette période, je vais vous la spoiler, attention. À la fin de Straczynski, enfin, pendant le volume de Straczynski, il y a Secret Wars et Tony Stark convainc Peter Parker. Civil War, pardon, tout à fait. Tony Stark convaincu qu'il faut que les super-héros travaillent pour le gouvernement et enlèvent leur masque et deviennent un peu des flics avec une insigne et voilà, convainc Peter Parker du bien fondé de cette théorie. Peter Parker se démasque et du coup, tout le monde sait que Peter Parker c'est Spider-Man. Après ça, Tante May est envoyée à l'hôpital et lui, il épouse Mary Jane. Ça va très très loin. Et Marvel, en comprenant sans doute que il était compliqué d'écrire le personnage avec un tel passif, un peu comme quand Daredevil s'était démasqué aux yeux du monde après Mark Waid et qu'il a fallu revenir en arrière, a décidé de trouver la pire baguette magique de l'histoire des comics, puisqu'il y a un mec qui s'appelle Mephisto, et c'est de là que partent toutes les théories de Marvel Studios depuis. Et Mephisto, c'est un peu l'équivalent de Satan dans l'univers Marvel. Il a dit à Peter Parker, si tu veux, tu fais un pacte avec le diable, que c'est moi, et en fait, je t'annule toutes les conséquences négatives. Tu ne seras plus marié, ta tante elle ira bien, tu seras même plus jeune qu'avant. Et tout le monde aura oublié que tu es... C'est la tante qui se prend quand même une balle. Ouais. Voilà, hein, elle est pas hospitalisée juste parce qu'elle Oui, est non, malade. il a pas fait un petit caprice en mode, j'en ai marre. Non, non. Voilà, c'est C'est parce que là, en gros, sa tante May va mourir. des conséquences du fait que son choix a impacté son Voilà, parce entourage. que ses proches se sont touchés forcément. Et donc, le Mephisto lui dit, je peux faire vivre ta tante. Par contre, en échange, tu me donnes ton mariage, quoi. Exactement. Et donc, histoire qui était très bien vécue, évidemment, par les lecteurs de l'époque, qui ont adoré ce moment de magnifique continuité, où tout a été retcon, tout a été annulé. Et en fait, Brand New Day, c'est quoi? C'est la suite de One More Day, enfin la suite. C'est le chapitre 1 d'une nouvelle histoire de Spider-Man qui avait été confié à un jeune talent, un jeune prodige, très connu pour son travail sur She-Hulk, qui s'appelle Daniel Slott, et qui a pas fait grand chose après sur Spider-Man. Il est resté un petit peu, puis après il est parti, on s'en souvient pas trop.
Arnaud rigole en micro, hein, parce que ce que je viens de dire est drôle, pour ceux qui n'ont pas la ref, mais juste Arnaud est loin de son micro, parce qu'il est occupé à se peigner les cheveux comme une princesse Disney. Mais du coup, voilà, Brand New Day, en fait, c'est quoi? C'est effectivement le point de départ du volume de Slott, avec de nouveaux adversaires, avec de nouvelles intrigues, de nouveaux enjeux, et en fait, une vraie page blanche, enfin une page qui se tourne et une page blanche, sur laquelle, en fait, toute la mythologie arachnéenne moderne repose. C'est-à-dire que One More Day n'a pas été annulé, n'a jamais été annulé. Et dans l'univers de Marvel Studios, bah, ça correspond bien, puisqu'effectivement, à la fin de Spider-Man No Way Home, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Spider-Man One More Day, c'est dommage, il y a une équivalent de One More Day. C'est-à-dire que le Doctor Strange, pour réussir à refermer le portail du multivers qui appelle le reste de l'univers Sony, dont d'ailleurs personne n'a jamais rien reconnu. Non, je préfère oublier, je crois que les gens oublient qui je suis plutôt que d'aller chez Sony. Donc voilà, pour que Tom Holland ne finisse pas chez Sony, Doctor Strange est obligé d'effacer la mémoire collective sur l'identité de Spider-Man, et donc quand Peter Parker, bah... Non, après, c'est surtout parce qu'il avait été outé par Mysterio quand même, à la base. Oui. Oui. C'est pour ça. Et donc effectivement, à la fin, Peter Parker donc les gens doivent oublier qui est Peter Parker, et donc il se réveille dans un monde où sa tante est morte, où Happy Hogan ne sait plus qui il est, et donc il n'a plus accès aux ressources de Stark, et où sa petite amie MJ Michelle Jones Watson, je crois, ou je sais plus, Michelle Jane, je sais plus, bref, Michelle Watson, bah voilà. Elle travaille dans un Starbucks. Elle se souvient plus qui c'est dur. Et lui, il emménage dans la grande ville, il se fait un costume en tissu, et là, c'est le début de Spider-Man. Et c'est là, voilà, que commence le Brand New Day. Donc un titre, pour le coup, étonnamment, plutôt bien choisi. Plutôt adéquat, ouais. Par rapport à ce que l'idée que ce serait une vraie forme de redémarrage de Spider-Man au sein de Marvel Studios. Sachant que, faut quand même le dire, c'est dans Brand New Day que Jackpot elle apparaît, parce que Dan Slott, c'est un petit coquin. Quoi? Attends, quoi? Dans Brand New Day, il y a une héroïne rousse, elle s'appelle Jackpot. Et Jackpot, quand elle apparaît, les lecteurs à l'époque, ils se disaient « Oh, mais attends, c'est sûr, depuis la réécriture de la réalité, Mary Jane, elle a des pouvoirs !» Et en fait, après, 2 numéros plus tard, notre il te dit non. Et là, ils ont casté Sadie Sink, oui, la petite rouquine. Ouais. Et donc, beaucoup de gens se disent, ce sera ni Jean Grey, ni Mary Jane, ça va être Jackpot, la nouvelle copine de Peter, qui sera pas Mary Jane, mais techniquement, dans cet univers-là, MJ n'est pas rousse. Donc, la vanne méta disparaît du même coup. Et donc, voilà, t'auras une médaille de comment dirais-je, un trophée de participation, Peter, on va te filer une nouvelle nana qui sera a priori Jackpot et peut-être pas Mary Jane. Ça m'agace. Ça m'agace, ils ont rien compris. Enfin, bref, voilà. Brand New Day. Très bien. Et Dustin Daniel Cretton, premier Spider-Man qui n'est pas fait par John Watts chez Marvel Studios. C'est vrai. Et peut-être que ce sera déjà un Spider-Man bien réalisé, mieux réalisé. Allez, on verra bien ce que ça donne puisque ça sort rapidement. C'est pour juillet 2026 quand même. Donc mine de rien, on ne va pas attendre si longtemps avant d'en voir les premières images. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter, Corentin. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. On espère que ce podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir pour faire découvrir le podcast et pour nous soutenir. Vous pouvez mettre des commentaires un peu sur toutes les plateformes d'écoute, partager le podcast dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux et nous soutenir sur le Tipeee dont les compteurs viennent d'être remis à 0 en ce début de mois. Donc n'hésitez pas à faire grimper la cagnotte au maximum. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!